Alors, on est bien en 2021 et donc c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Il y a eu des commémorations, il y a eu des débats, mais on peut regretter le fait que ces débats étaient incomplets, amputés. Et on est content aujourd'hui de pouvoir rouvrir ce débat, prolonger ce débat. Le grand débat dans lequel on s'inscrit, c'est quelle est la place pour l'histoire aujourd'hui dans notre société ? Quelle est la place pour Napoléon ? Et quels sont les enjeux derrière une telle commémoration ? Alors, une grande exposition est consacrée à Napoléon à la Villette. Nous avons la chance d'avoir le commissaire de cette exposition, Arthur Chevalier, avec nous. Il est aussi l'auteur de nombreux livres et de Napoléon et le bonapartisme, sorti cette année aux éditions Que sais-je. À mes côtés aussi Alexis Corbière, député et ancien professeur d'histoire, qui pourra relever aussi l'importance de la place de l'enseignement de l'histoire, de la politisation de l'histoire dans notre société. Il est l'auteur de Jacobin, réédité cette année. Ces commémorations, l'enseignement de l'histoire, la professeure d'histoire que je suis pourra peut-être en parler, relèvent de choix politiques. Quels sont ces choix ? C'est ce dont on va débattre maintenant. Quel Napoléon célèbre-t-on ? Célèbre-t-on le fossoyeur de la République ou bien l'enfant de la République ? J'ai entendu ces deux notions dans la bouche de chacun dans vos livres et je vous laisse la parole pour nous dire quel Napoléon célèbre-t-on cette année ? Moi, ce que je vous propose, je vais donner la parole à Arthur Chevalier, non pas pour esquiver la manière d'engager les choses, c'est que ça me semble plus intéressant. Plus hier, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu à l'occasion d'une conférence que j'ai faite sur défendre la Révolution française, l'enjeu qu'il y a, me semble-t-il, à défendre cet événement majeur. Mais le point qui est intéressant de discussion, là où il faut écouter sans doute le point de vue d'un homme et d'un intellectuel comme Arthur Chevalier, c'est de quelle manière lui considère, et c'est là-dessus peut-être que je vais plus réagir, que Napoléon n'est pas une rupture complète avec la Révolution française, et le point de vue est assez pertinent, et sans doute, évidemment, il n'est pas d'accord avec cette idée qu'il est le fossoyeur de la Révolution et de la République. Donc je vous propose, c'est pas pour mettre Arthur Chevalier en difficulté, mais que d'abord toi tu donnes ton point de vue là-dessus, et puis à partir de là peut-être on pourra échanger, sachant que le but c'est d'une discussion entre nous trois, et puis après aussi qu'il y ait des questions et des réponses. Mais à toi la parole Arthur. En te remerciant vivement d'être parmi nous. Merci Alexis, et d'ailleurs j'en profite pour te remercier de ton invitation, parce que c'est le dialogue républicain, c'est important, et je suis vraiment très, très heureux d'être ici. Oui, non, alors donc là, je vais coupler du coup ma réponse avec vos deux questions d'une certaine façon. Le Napoléon qu'on célèbre, celui qu'Emmanuel Macron célèbre, je ne sais pas, celui que moi je célèbre en tant qu'historien, c'est la version concrète de la Révolution française. C'est-à-dire qu'en gros, si on pense, et je crois que c'est assez incontestable, que dans n'importe quel pays, il y a une continuité administrative, c'est-à-dire que même si demain on changeait de régime politique, il y aurait évidemment des choses qui ne bougeraient pas, parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques qui dirigent un pays, il y a les administrations. Il est évident qu'il s'est passé des choses, beaucoup de choses avant Napoléon, qu'il s'est passé des choses avant la Révolution française, et qui même si politiquement elles sont abolies, il n'en reste pas moins qu'il y a des cadres qui demeurent. Il y a un personnel politique qui demeure aussi, il y a un savoir-faire, il y a des traditions. Et c'est une illusion de croire que la Révolution, Napoléon ou qui que ce soit pourrait abattre absolument, du jour au lendemain, des choses qui préexistaient et qui pour certaines fonctionnent, bien ou mal. Donc Napoléon, si vous voulez, dans le détail, il est à la fois et à juste titre très célèbre pour avoir créé le code civil, les préfectures, les lycées, l'école laïque, tout ça existe absolument, unifié évidemment aussi la langue française, mais tout ça, et Alexis Corbière le sait mieux que moi, en bon spécialiste des Jacobins qu'il est, tout ça ce sont des idées de la Révolution française. C'est-à-dire que Napoléon, si vous voulez, a exactement la même fonction avec la Révolution française que ne l'a eu Rome avec Athènes. Les Romains n'ont jamais eu la moindre idée. Juste, ils avaient la discipline, l'énergie et le cadre pour réaliser les idées produites, imaginées à Athènes. Napoléon s'est contenté de récupérer, pour 80% de ses réalisations sous le consulat, c'est-à-dire le moment de son règne où les réformes ont été les plus nombreuses, de récupérer les idées de la Révolution française qui étaient dans les cartons, si on préfère, par exemple le Code civil,
À 3 reprises, sous la Révolution française, depuis 1791, on avait essayé de le faire. Et d'ailleurs avec les mêmes hommes qui l'ont fait sous Napoléon. Louis XIV déjà y avait pensé. Il y a une adresse de sa part à Colbert qui lui demande de penser à une unification nationale des lois. Donc pour moi, Napoléon, c'est la version matérielle de la Révolution française. Ce qui ne veut pas dire que c'est la version idéologiquement bonne, pure, qu'il n'y a pas eu de déviance, ça ne veut pas dire ça. Mais matériellement, c'est incontestable. Voilà. Le débat commence. Merci. Mais Bérénice aussi, qui est prof d'histoire, va y participer. Bon, moi, c'est là-dessus que on connaît la célèbre phrase de Napoléon, et c'est en 1799, quand le pouvoir lui est confié, qu'il est premier consul, qui dit citoyen, la révolution est finie, elle s'arrête, les principes. Voilà, elle s'arrête aux principes qui l'ont commencé, la révolution est finie. Alors, c'est tout le débat. Est-ce que, tel que le pense Arthur Chevalier, c'est la concrétisation de la Révolution française ? Et quelque part, la Révolution est finie. Maintenant, il s'agit de mettre en application ce qu'elle proclame. Ou est-ce que précisément, ne serait-ce que même dans la formule de Napoléon, les principes qui l'ont commencé, et je ne reprends pas ce que je disais hier, mais rappelez-vous qu'en 1789, les principes qui l'ont commencé sont des principes qui, à ce moment-là, s'accompagnent par exemple avec le fait qu'il existe encore le personnage du roi. C'est une monarchie constitutionnelle, ça n'est pas une république. Donc même déjà dans cette manière d'aborder les choses, c'est intéressant que de considérer que quand même il y a des principes proclamés durant la Révolution française, et notamment le fait qu'il y a des droits, et notamment qui sont précisés dans un document qui est ce code civil. Il n'empêche qu'à ce moment-là, la question de la souveraineté, et on va commencer la discussion comme ça. Quand on est républicain, quand on est attaché à ce qui s'exprime fondamentalement durant la Révolution française, qu'une monarchie vieille de 8 siècles, qu'en terme lui soit mis de manière symbolique par la mort du roi notamment, et aussi par le fait qu'à partir du 21 septembre 1792, on entre en République. On ne peut pas considérer qu'il y a une continuité quand ce principe-là est remis en cause par un régime qui, dans un premier temps, est un homme qui devient premier consul à vie, et par la suite, profitant de l'occasion évidemment, se fait sacré empereur. Donc là, il y a quand même quelque chose qui pose problème, à moins de considérer qu'on est indifférent à la question de la forme de la souveraineté, de l'expression de la souveraineté, et qu'il n'y a qu'une série d'idées qu'il s'agit de mettre en application. Non, il y a aussi le rapport que le peuple a avec cette mise en application. Pour le dire simplement aussi, quand même, la question de la démocratie et de la souveraineté. Et deuxièmement aussi, sans rentrer trop dans un débat d'historien, la nature même du Code civil, on peut quand même l'interroger. Est-ce que vraiment, dans la manière dont il donne quand même la primauté sur des questions sociales, puisque c'est un sujet qui nous intéresse ici, le fait que l'employeur a des droits supérieurs à son salarié, le fait que les femmes sont dans un rapport d'infériorité juridique par rapport aux hommes, le fait que dans la famille, la conception même de la famille est une conception dans laquelle l'homme a un rôle majeur, etc. Bon, on peut quand même, quand on étudie la Révolution française, considérer que nombre de choses qui sont certes dans un état d'ébullition politique et malgré tout dans des moments de concrétisation politique à travers l'évolution des différentes constitutions qui succèdent dans la Révolution, on ne peut pas être indifférent à cette question-là. Donc moi je considère qu'en vérité, bien sûr que Napoléon Bonaparte, les amis, c'est difficile de parler avec ce vent, hein. C'est bien sûr que Napoléon Bonaparte est un enfant de la Révolution française. Il a 20 ans en 1789. C'est de la petite bourgeoisie corse, etc., mais qui a un destin incroyable, essentiellement grâce à cet énorme bouleversement qu'est la Révolution française. Mais qu'est-ce qu'il représente fondamentalement ? Et là, je pose la question à Arthur Chevalier, si ce n'est le représentant de couches sociales à un moment donné, qui considère que la dynamique de la Révolution, qui a quand même posé des questions sociales, de contrôle sur les prix, de volonté à tout moment d'intervention citoyenne dans les prises de décision, d'impatience par rapport à des revendications sociales. Bien sûr, tout ça est un facteur de désordre. Il y a à un moment donné une couche sociale qui dit qu'il faut que ça s'arrête et qui manœuvre pour que ça s'arrête. Dans un premier temps, qui met un terme à la pointe la plus avancée du grand comité de salut public. C'est la mort de Robespierre et ses amis en juillet 1794. Mais ça continue après. Le désordre continue après. Parce que le gouvernement qui suit, le directoire, est un gouvernement qui est impuissant par rapport aux revendications populaires. Et les royalistes redressent la tête.
Et la question qui est objectivement posée en 1799, c'est que la faiblesse de ceux qui dirigent la Révolution, qui ont exécuté ceux qui étaient les plus déterminés, nos amis politiques, si je puis dire, à travers ces membres du Grand Comité de Salut Public, s'ils veulent qu'il n'y ait pas le retour de la restauration et de la noblesse parasitaire, qui veulent que malgré tout il y ait un ordre social marqué par un ordre économique qui leur est profitable, mais qui veulent aussi qu'on tienne tête à cette populace impatiente qui trop souvent intervient. Elle cherche un sabre, hein, cherche un homme à poigne. Et là on regarde l'histoire, et Arthur Chevalier connaît ça mieux que moi. Il y a plusieurs options sur la table. Notamment, c'est le général Joubert, auquel certains pensaient. Pas de chance, il prend une balle au milieu du front. On en cherche un autre. Et on cherche un militaire déterminé, notamment qui se fait reconnaître face à une répression. Alors c'est les monarchistes qui sont réprimés lors des journées dites de Vendémiaire, si vous connaissez ça, où il tire au canon sur des monarchistes éventuellement qui voulaient reprendre le pouvoir. Et puis il y en a quelques-uns qui sont des manœuvriers, qui sont des roublards. Je pense à Barras, qui est un homme d'argent corrompu, mais un gros malin, effectivement, qui avait repéré ce Napoléon Bonaparte et qui se dit on va lui confier le pouvoir, mais comme toujours, et après on va continuer nos affaires. Et manque de bol, c'est un vieil classique de l'histoire. Quand vous donnez le pouvoir à un militaire, bah, il le garde. Hein. Et lui, en plus, il était éclairé sur beaucoup de sujets parce qu'effectivement, il ne voulait pas le retour de la monarchie, mais il ne voulait pas non plus qu'il y ait ce moteur d'intervention populaire dans la Révolution. Donc, pour moi, Napoléon n'est pas le continuateur de la Révolution. Il a rupture avec ça. Mais il est vrai aussi, et j'entends ce que disent des gens, des historiens, des intellectuels comme Arthur, qu'il n'est pas non plus l'homme de la Restauration. Et il y a de tels principes qui ont été proclamés sur lesquels on ne peut plus revenir en arrière qu'il ne remet pas en cause. Mais avouez quand même qu'il a des formules politiques qui sont des drôles d'oxymores, quoi. La République a un empire, pardon, mais j'aimerais savoir ce que ça veut dire vraiment quand on est républicain. Alors voilà, j'ai brossé tous ces sujets. Peut-être si Bérénice veut dire un mot. J'ai essayé de piquer un peu Arthur, mais il a le cuir solide, on va voir ce qu'il répond. Et essayez d'être gentil. Moi, je sais pas ce que ça donne quand vous écoutez, c'est que là, le vent dans les oreilles quand je parle. Bon, j'espère que vous entendez. Ça rend pas le débat confortable. Merci. Oui, alors, je sais pas par où commencer. Non, déjà pour commencer, la formule de Napoléon qui dit que la révolution est finie et qu'elle est donc réduite aux principes qui l'ont commencé. Le mot fini à l'époque ne veut pas dire terminé, ça veut dire parfait. Donc la formule de Napoléon veut dire que la révolution est complète, c'est ça le sens de fini à l'époque. Donc ça ne veut pas dire que la révolution est terminée, du genre la révolution ne nous intéresse plus. Donc ça, c'est pas exactement le terme. Deuxièmement, là, puisque c'est la dernière chose que tu as dite, l'empire. Alors là, c'est une idée très bizarre, c'est que l'idée de qualifier la France d'empire et donc à sa tête un empereur, c'est pas du tout une idée de Napoléon. Mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, dans un livre que je t'ai offert, il y a 3 mois de ça, tu devrais le savoir, en 94 à l'Assemblée nationale, en 93, Robespierre, Carnot, tous les Jacobins, tout le monde qualifie la République d'empire. On l'appelle l'empire. C'est un terme appliqué au territoire de la France depuis le XVIIe siècle et qui n'a pas du tout disparu sous la Révolution. Évidemment, il n'a pas du tout la connotation que ça a aujourd'hui parce qu'il y a le 19e siècle colonial qui a passé, donc l'empire a un autre sens pour nous aujourd'hui. Mais à l'époque, le terme empire est un mot qui veut dire emprise d'un État sur un territoire. Donc là aussi, Napoléon s'est fait sacrer empereur, pas pour être mieux ou pire qu'un roi, ni pour être plus puissant, mais parce que c'était le terme adéquat, quoi, assez logique. Troisièmement, Napoléon s'est jamais fait sacrer empereur, ou plutôt, il s'est fait sacrer empereur en décembre 1804, mais ce sacre n'a aucune valeur juridique. Aux yeux du régime qui est celui du consulat et même celui de l'Empire, tout le monde se contrefout du sacre, et d'ailleurs c'est un fiasco en termes de communication, le sacre. Ça fait plaisir à personne. Napoléon le fait pour réconcilier la France cléricale avec la France républicaine. En réalité, la France cléricale comprend très bien que le pape qui est à Paris est un faire-valoir, et quant à la France républicaine, elle n'a aucune envie de voir le pape à Paris. Donc ça, c'est une idée de Napoléon personnelle qui est une catastrophe. L'Empire, il est voté par des chambres en mai 1804, promulgué par la suite, suivant un processus légal tout à fait normal. D'ailleurs, il y a eu des oppositions assez fortes. Et d'ailleurs, les plus grands défenseurs de la création de l'Empire au Sénat, c'était Fouché et ses amis jacobins, qui étaient tous les plus radicalement pour la création de l'Empire. Donc là, c'est aussi les paradoxes idéologiques d'une époque où c'est un petit peu dur de plaquer nos idées d'aujourd'hui sur ce qu'ils pensaient hier. Donc, sur tout ça, voilà, Napoléon, c'est pas tout seul dans sa chambre, fait sacré empereur. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Et d'ailleurs, j'ajoute, parce que c'est une création qui, dans notre histoire républicaine, a beaucoup de sens, le Sénat dit conservateur au sens de conservateur de la Constitution, et l'Assemblée qui proclame Napoléon. De même, elle a le pouvoir de le destituer. Quand Napoléon quitte le pouvoir
en 1814, c'est pas du tout parce qu'il en a envie, c'est parce que le Sénat a voté à la majorité la destitution de l'empereur. Et donc on a remis à Napoléon à Fontainebleau, avant les adieux de Fontainebleau qui sont donc très célèbres, on a remis un acte du Sénat en lui disant maintenant ça suffit, vous êtes destitué. Donc Napoléon signe ensuite, pour la forme et pour la gloire, un acte d'abdication. Mais cet acte d'abdication de même, tout le monde s'en fout. Légalement, en France, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc ça permet de boucler avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la France ne commence pas avec Napoléon, elle ne commence pas avec la Révolution. Il y a des cadres légaux qui sont créés et qui continuent en permanence. Et même quand Napoléon, qui pensait pouvoir dominer ses assemblées techniques et parlementaires, son élite politique, ses soutiens premiers et même son armée, il se rend compte que quand il chute, évidemment, il ne contrôle rien du tout et qu'il est pris au piège de la création de son propre cadre légal. C'est pourquoi j'ai écrit et j'ai répété beaucoup, et c'est dit dans l'exposition, que Napoléon a créé l'état de droit et qu'il en est la première victime. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé l'état de bonheur, il n'a pas créé l'état de liberté, il n'a pas créé l'état de légalité, il a créé l'état de droit. C'est-à-dire juste l'idée que quand vous arrivez devant un tribunal, vous savez à l'avance ce qui peut vous arriver et au nom de quoi. De même, lui devait savoir, et il aurait dû ne pas l'oublier, savoir qu'à tout moment, il pouvait être démis par les assemblées qu'il avait constituées. Dernier point pour répondre à ce que tu as dit sur la souveraineté, car effectivement là c'est très intéressant, puisqu'effectivement là je vois, comme toi sans doute, une vraie rupture de souveraineté, même si Napoléon n'a jamais gouverné sans assemblée, n'a jamais gouverné sans contre-pouvoir. D'ailleurs, les assemblées sont opposées à tout ce qui aujourd'hui est resté chez Napoléon, c'est-à-dire la Légion d'honneur, la création des lycées, la formalisation des préfectures, tout ça les assemblées étaient contre. Non, il est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a une souveraineté populaire sous la Révolution française, et que tout à coup sous Napoléon, elle devient, on va dire, nationale. C'est-à-dire qu'effectivement, Napoléon ne veut pas trop entendre parler de l'influence électorale que pourrait avoir le peuple dans les décisions au quotidien. Il s'assure, de façon un peu mystique, c'est vrai parce qu'il y a des plébiscites qui étaient certes en sa faveur, mais les taux d'abstention étaient tels que c'est assez difficile de les apprécier. Il s'assure d'une sorte de vague soutien qu'il contrôle aléatoirement et au moment où ça l'arrange, quoi. Bon, en soi, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé. Les référendums sont rarement organisés aujourd'hui quand ça n'arrange pas la personne qui les demande. En soi. Mais par ailleurs, d'un point de vue électoral, et je m'arrêterai là, techniquement, il y a des plébiscites sous l'Empire, ils sont truqués, c'est vrai. En histoire, on évalue la participation aux élections sous la Révolution française avec les taux d'abstention. Parce que sinon c'est trop compliqué, c'était des façons de voter trop sommaires. Donc les taux de participation. Le consulat à vie, par exemple, est peut-être le vote le plus successful, entre guillemets, de toute l'histoire de la Révolution, du consulat et de l'Empire. Et jamais il y a eu un taux de participation aussi fort et un taux de participation aussi favorable. L'Empire, puisque le plébiscite ne portait pas sur la création de l'Empire mais sur l'hérédité de l'Empire, a en revanche un taux de participation très faible, relativement à d'autres élections. Donc voilà, c'est-à-dire que pour comprendre le sens de la légitimité de Napoléon, et donc celle de la Révolution, il faut essayer de comprendre aussi c'est quoi une élection, c'est quoi un vote, dans quelles conditions on vote. Et ça, on ne peut pas juste l'évaluer au fait que Napoléon avait l'air moins sympathique que Robespierre, quoi. Voilà. Pardon. Oui, tu y reviendras. Moi, je voulais rebondir sur les dates. Tu as parlé de terminer la Révolution, du sens que ça a aujourd'hui. Alors, ça m'interpelle parce que, en préparant la conférence, j'ai eu le souvenir du sujet qui était tombé à l'École normale supérieure, pour entrer à l'École normale supérieure il y a un peu plus de 10 ans, alors que le programme portait sur la Révolution française. Les dates du programme étaient de 1789 à 1815. Donc déjà, je peux vous poser la question, quelles sont les dates, quelles sont les bornes chronologiques, comme on dit en histoire, en études historiques, quelles sont les bornes chronologiques de cette période. Et le sujet qui était tombé était « Terminer la Révolution ». Sans point d'interrogation, sans point d'exclamation. Mon sujet n'a pas dû plaire puisque je n'ai pas été normalienne. Mais je serais ravie d'avoir non pas une dissertation, mais votre avis sur les dates. Et de ne pas nous désespérer, de ne pas nous dire qu'elle est terminée complètement. Oui, bien sûr, je te le passe. C'est un choix qui me paraît évidemment arbitraire. Pour ma part, je suis plutôt d'accord parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine. Non pas en termes de principe ou d'idée, c'est-à-dire qu'il est assez évident qu'en 1815, il y a une dynamique en France qui s'arrête, quoi. Déjà parce qu'il y a un retour des Bourbons sur le trône, que c'est la défaite de la nation pour le coup, parce que les Bourbons sont soutenus par les Anglais, par les Autrichiens, par les Prussiens, donc par les puissances étrangères, qui quand même nous ont fait la guerre. La bataille de Waterloo, c'est une bataille où des Français affrontent des puissances étrangères. Je veux dire, il y a 10 000 Français morts à la bataille de Waterloo, donc Napoléon, pas Napoléon, sont des Français comme tout le monde.
Donc les Bourbons, en fait, c'est la victoire des puissances étrangères qui ne voulaient pas de la Révolution et qui arrivent à remettre le frère de Louis XVI sur le trône. Donc de ce point de vue, c'est la défaite de la nation et de la souveraineté. Ça, c'est sûr. Donc si on apprécie la Révolution comme un moment d'affirmation de la souveraineté populaire contre des monarchies qu'on pourrait qualifier de cosmopolites et cousinés, entre guillemets, donc qui pensent un petit peu à leurs intérêts familiaux plutôt qu'aux pays sur lesquels ils règnent, alors oui, effectivement, il y a un terme qui se produit en 1815. Ouais. Avec toutes les difficultés, une fois de plus, matérielles du débat. Bon, moi je suis en désaccord, évidemment, avec la manière dont tu as présenté les choses. Premièrement, bon, considérer qu'il y avait des contre-pouvoirs sous Napoléon, je crois qu'il y avait une plaisanterie qui circulait en 1799, quand la Constitution était adoptée, la Constitution de l'an 8. Les gens demandaient qu'y a-t-il dans la Constitution qui venait d'être rédigée et adoptée, et la réponse était Napoléon. Point final. Manière de dire, bon. Alors certes, la question évidemment, même un empereur ou un régime le plus autoritaire qui soit, ça n'est pas un régime qui ne bénéficie qu'à une seule personne. Quand on analyse d'un point de vue matérialiste des régimes politiques, il va de soi que Napoléon Bonaparte était le représentant de couches sociales qui ont trouvé intérêt au fait qu'une fois de plus, cette mobilisation populaire qui voulait que les principes de la Révolution aillent plus loin que seulement leur application formelle et bourgeoise, si je puis me permettre l'expression, il va de soi que ces gens-là se sont reconnus dans la politique menée par Napoléon Bonaparte, qui avait le mérite, comme je disais tout à l'heure, à la fois d'empêcher le retour de la noblesse parasitaire, qui du point de vue de la bourgeoisie avait depuis trop longtemps fait perdre de temps au développement économique, politique et démocratique du pays, mais ne souhaitait pas non plus qu'il y ait cette intervention citoyenne populaire dont on parlait tout à l'heure. Je veux dire, prenons au pied de la lettre ce que dit Napoléon, je suis ni talon rouge, ni bonnet rouge. Ni pour la noblesse, ni pour bonnet rouge, on imagine ces sans-culottes, impatients, brutaux par moments, qui veulent l'application concrète d'un programme qui satisfait les revendications populaires. Et on est au cœur de la discussion et d'une forme de désaccord. Est-ce possible d'imaginer un régime qui tient de la même distance les plus riches, cette noblesse parasitaire, et qui tient à distance les milieux populaires? Certains d'ailleurs, c'est un peu une discussion qui a une forme, qui a une actualité, de considérer qu'il s'agirait entre les deux de pouvoir trouver une voie médiane. De Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vérité cette phrase? Si ce n'est justement de bâtir à partir de là un discours idéologique qui vise à dire je suis tout. Et c'est là le désaccord entre nous quand tu dis tout à l'heure la souveraineté, désaccord, enfin je sais pas d'ailleurs on peut affiner, la souveraineté populaire, il est pour la souveraineté nationale. Mais qu'est-ce que la souveraineté nationale s'il n'y a pas la souveraineté populaire? Qu'est-ce que la nation s'il n'y a pas la souveraineté populaire qui est respectée? Il y a quelque chose, indiscutablement, une histoire, évidemment des traditions communes, etc. Mais s'il n'y a pas de souveraineté populaire, la nation est un mot creux. Nous, on pense à la France insoumise, plus que c'est la République qui fonde la nation. En général, tu es sans doute en désaccord avec ça. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait rien. Évidemment, il y a des siècles d'histoire, de tradition. La monarchie, évidemment, a tracé les frontières d'un royaume qui, par la suite, va être le foyer dans lequel cette révolution va proclamer l'Empire. Mais les contours, après, va proclamer la République. Mais les frontières de cette République ne sont pas les mêmes. Et la nature même de ce qui fonde le pays n'est pas la même. C'est parce que nous sommes un pays politique aujourd'hui que nous faisons nation. Parce qu'il y a des droits entre les citoyens. C'est pas le fait de vivre sur le même territoire. C'est pas le fait d'avoir la même religion. C'est pas le fait de parler la même langue. En l'occurrence, à l'époque, ils ne parlaient pas la même langue en plus, pour l'essentiel. J'évoquais, tiens, la religion. On ne peut pas être indifférent à la manière dont Napoléon traite les religions. En 1795, il y a une première séparation de l'Église et de l'État. Napoléon, avec le Concordat, entretient un rapport vis-à-vis des religions qui est à la fois il inféode totalement les religions, il les instrumentalise. En préparant notre discussion, je ne sais pas si je peux relire tellement le vent fait souffler ça, mais la prière qui est demandée, je vais vous la lire parce que quand même, je l'avais oublié. La prière que Napoléon impose qui soit dite: Dieu
a établi Napoléon, notre souverain, honorer et servir notre empereur et donc honorer et servir Dieu lui-même. Bon, c'était un recul par rapport au rapport qu'on avait commencé à mettre en place, certes de manière incomplète pendant la Révolution française. L'idée précisément qu'il y avait une liberté de conscience, ce qui sera respecté sous Napoléon, mais qu'il y a aussi une liberté de culte et que le pouvoir politique, quand même, doit pouvoir laisser les religions s'épanouir sans qu'elles soient instrumentalisées complètement au service du pouvoir. Même si ça se passe dans des conditions difficiles, dans un premier temps, évidemment, de la Révolution française. Mais ça, c'est des choses qui sont en rupture. Ce n'est pas la continuité, me semble-t-il, de la Révolution française. Idem sur la souveraineté. Je viens de le développer. Moi, je crois véritablement que Napoléon, bien sûr, n'est pas une réaction par rapport à ce qu'était le point de départ de la Révolution française. Mais il est une prise en main par une poigne et une organisation administrative qui finalement détourne ce qu'était le moteur de la Révolution française pour donner naissance à une forme politique nouvelle qui est le bonapartisme. Et là, je vais choquer sans doute Arthur Chevalier qui ne voit pas tout à fait les choses comme ça, mais qui nous pose encore problème aujourd'hui, qui est que fondamentalement, quand il y a un moment de trouble dans le pays, eh bien, il vaut mieux confier notre destin à un grand personnage éclairé qui va transcender les clivages de classe et qui peut représenter la nation dans un pays évidemment matricé par cette impulsion de la Révolution française où le vocabulaire qui est utilisé, les figures symboliques qui sont mises en place font écho à aux grandes promesses de la Révolution française. Mais ça n'est pas elle. Tout de même, quand j'entends dire qu'il a empêché le retour des Bourbons, Napoléon, oui, mais en 1815, quand il est battu, ils reviennent. Alors qu'on avait coupé la tête du roi. Et s'ils reviennent, c'est parce que les conditions, après cette défaite, sont possibles du retour. Ça doit quand même nous interroger. Et enfin, quand tu évoques, Arthur, le fait qu'en 1814, Napoléon, en quelque sorte, est démis par ses contre-pouvoirs, il y a une défaite militaire et il y a effectivement toute une série de gens en France qui considèrent, et c'était le cas de Talleyrand, tu me corrigeras si je dis une bêtise, des plus proches de Napoléon, qui en avaient assez de ces guerres incessantes et qui pensaient que les intérêts économiques de la France ne passaient pas par cette manière incessante d'engager des guerres. Certes, les guerres, c'est un moteur économique, mais ça pose quand même toute une série de problèmes. Et il y a une lassitude de la part de couches sociales qui soutenaient Napoléon en 1814 et qui pensent que finalement, il vaut mieux qu'il abdique et qu'on va passer un bon accord d'ailleurs avec les puissances européennes sur la base de la première défaite de 1814 où le territoire ne va pas être touché et il vaut mieux ça. Et c'est Napoléon, avec le retour des sangs, le retour de l'aigle, qui revient et qui remet le couvert encore, de manière un peu avec le désespoir de Talleyrand, et qui amène la défaite de Waterloo, qui elle aura des conséquences, y compris sur beaucoup de conquêtes napoléoniennes. Donc, je veux dire, c'est pas un contre-pouvoir, c'est des gens effectivement qui considèrent que ceux pourquoi ils soutenaient Napoléon dans un premier temps, ceux qui avaient amené à porter Napoléon au pouvoir, ceux qui l'avaient soutenu à l'occasion du coup d'État de 18 Brumaire, sont un peu lassés au bout de 13-14 ans qu'il a le pouvoir et ont le sentiment que la dynamique même du régime qu'a mis en place Napoléon remet en cause leurs intérêts propres. C'est pas vraiment un contre-pouvoir démocratique et populaire, si je puis me permettre. C'est effectivement des contradictions au sein d'un appareil de contrôle, mais ça, c'est pas, quand on est républicain, une réponse. Tu voulais dire... Voilà, bon, il faut répondre. Voilà. Et moi, je trouve très symptomatique, là aussi... le fait de dire 1789-1815 comme une seule et même continuité sur des confusions politiques de ce qu'est la nature même de la Révolution. Mais comme j'ai beaucoup développé ça hier, j'y reviens pas. Mais à toi de répondre. Merci. Alors déjà, il y a un problème entre toi et moi, c'est qu'on n'est vraiment pas d'accord sur la nature de la Révolution et pourtant on l'aime tous les deux. Moi, il m'est jamais venu à l'idée de combattre le fait que la Révolution est évidemment l'acte fondateur, peut-être pas de la modernité politique parce que c'est un mot un peu valise, mais en gros... d'un mouvement de rationalisation de l'exercice de l'État au XIXe siècle qui va se produire partout en Europe et qui permet en gros au type qui a le pouvoir de ne pas faire absolument ce qu'il veut et de devoir rendre à peu près des comptes même si à la fin il réussit quand même. En gros c'est un peu l'idée quoi. Donc de ce point de vue, il est clair que la Révolution est l'acte fondateur de ça en Europe de l'Ouest. Là en revanche je ne te comprends pas du tout, mais moi je comprends pourquoi tu dis ça, parce que ça te met très mal à l'aise de devoir dire le contraire.
Mais la vérité, c'est que la Révolution française est aussi un régime excessivement militariste. Que spontanément, on a 400 000 Français qui, en moins de 2 ans, de 1793 à 1795, se sont engagés de façon volontaire dans les armées de la République, chose qu'on n'avait jamais vue ni en France, bien sûr, mais même pas en Europe. Il n'y avait aucune armée de citoyens ou en gros de sujets. Voilà. Ah ouais, vas-y. Alors, je réponds à ça. Il a tout à fait raison. Mais c'est le cœur du débat qui a lieu en 1790 et 91 quand Robespierre est opposé, et même le désaccord qu'il a avec les Girondins du fait de faire la guerre. Et Robespierre fait partie de ceux qui disent il ne faut pas faire la guerre, il vote contre la guerre. Parce qu'il dit que si vous militarisez précisément la Révolution, tout ça va avoir des conséquences. Premièrement, comme il dit, les peuples n'aiment pas les missionnaires armés. Vous imposerez pas comme ça la Révolution. Et deuxièmement, leur grande peur quand on lit tous les discours qui soient à l'Assemblée législative, à la Convention ou même avant lors de l'Assemblée constituante, ce que leur dit d'autres, je cite Robespierre mais c'est pas le seul, ils utilisent le vocabulaire comme ils ont pour modèle la Révolution anglaise, de Cromwell. Ils disent nous allons avoir un Cromwell qui risque de venir. Si vous faites la guerre, si vous militarisez la Révolution, eh bien il va se produire le fait que progressivement, le pouvoir, vous allez le confier à un militaire. C'était prophétique, c'est exactement ce qui a eu lieu. Alors, ça amène une situation où moi, je ne vois pas exactement les choses de la même façon quand c'est un comité de salut public de 12 membres, certes avec Carnot, qui fait la Révolution, que quand progressivement, justement, la dynamique des événements amène à ce que le pouvoir soit confié à un militaire lui-même. Donc bien sûr, il y a une militarisation de la Révolution française, mais observons que la nature politique et la dynamique politique des événements n'est pas exactement la même. Quand c'est un pouvoir politique et civil qui dirige la nécessité de faire la guerre parce que des puissances étrangères nous attaquent, et parce que bien souvent, dans un premier temps, aussi c'est nous qui les avons attaqués pendant la Révolution française, mais quand je dis nous, c'est ceux que j'ai qualifiés pour faire simple les Girondins, quand progressivement, quand même, le régime devient, lui, confié, comme je disais tout à l'heure, à un général. Il y a là quand même des choses qui sont politiquement pas... Il n'y a pas un signe égal, quoi. Déjà sur le fait que les Girondins n'étaient pas guerriers, ouais. Alors Robespierre, en gros, est celui qui a le traîné le plus longtemps, mais il y a des discours de Robespierre. Robespierre commence à comprendre au bout d'un moment que face simplement à des menaces d'invasion, il n'y a pas de choix, quoi. Je veux dire, il y a une telle fuite des officiers supérieurs qui étaient des places réservées aux aristocrates, qui sont tous tirés en fait à l'étranger parce qu'ils étaient contre la Révolution, que de toute façon il faut bien la recréer cette armée. Ou alors dans ce cas-là, on se défend pas et on voilà. Quant au phénomène de militarisation de la société, c'est vrai que Napoléon y est pour beaucoup parce qu'il a créé une vraie confusion civile et militaire du pouvoir. Après, on en pense qu'on en veut, mais c'est vrai qu'il l'a fait. En revanche, sur la militarisation des esprits, c'est un phénomène assez classique pour toutes les civilisations. Par exemple, à la fin de la République romaine, c'est-à-dire juste avant que Jules César n'advienne, on identifie de façon assez claire une grande célébrité des généraux. Par exemple, qui est un truc qui est pas du tout en cours juste avant, pendant la République. Les généraux deviennent très célèbres parce que comme c'est le début où l'Empire commence à aller, l'Empire romain je veux dire, à aller sur des territoires qui ne sont pas les siens et donc à rencontrer des résistances et donc en fait à avoir des vraies ponctions sur la population pour créer des soldats, des légionnaires. Du coup, les généraux défendent le territoire, on commence à créer des lois civiles d'exception pour les militaires, celles dont Jules César a bénéficié. Et donc en fin de compte, les 3 consuls romains se rendent compte très vite que Jules César et d'autres sont des vrais dangers parce qu'ils sont trop célèbres et au fond ce sont ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui déjà des populistes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une population qui souffre, qui a peur, avec un grand écart entre un régime politique et des désirs, et donc un type populaire qui parle de choses simples avec des désirs spontanément un peu bas mais qui se diffusent, s'appelait Napoléon. Effectivement, à un moment donné où la Révolution était un peu à court, sous le Directoire, apparaît lui et d'autres généraux comme une solution. Parce qu'effectivement, ils sont très populaires, puisqu'on entend dire, à juste titre, que dans le nord de l'Italie, que dans le Rhin, ils sauvent la République des invasions de l'Autriche, de la Prusse ou de la Russie. Donc en fait, Napoléon pourrait... D'ailleurs, il y a une statistique très intéressante. Au moment où Napoléon rentre d'Égypte, donc on est en 1799, le Moniteur, donc le journal officiel de la Révolution, donc à la fois sous le Consulat et sous la Révolution, plus de 35% depuis 1797 des articles, plus de 35% concernaient Napoléon, son frère Joseph ou Lucien. Imaginez bien quand même, c'est comme le Moniteur, c'est le JDD quoi aujourd'hui quoi. Voilà. Imaginez le JDD quoi, plus de 35% consacré à une personne qui n'a pas le pouvoir. C'est-à-dire que ça prouve bien qu'il y avait à la fois une emprise, mais à la fois une popularité et effectivement une intégration complète du système Bonaparte qui était un grand mondain à Paris. On oublie de le dire, qui était un véritable ambitieux quoi. Le modèle de Rastignac, c'est Napoléon. C'est pas seulement un type qui fait la guerre, c'est un type qui dîne, c'est un type qui va dans les salons, c'est un type qui sait très bien parler effectivement avec les banquiers, avec la bourgeoisie.
Il comprend très bien. Mais donc du coup, le miracle Napoléon, c'est pas qu'un miracle de sabre. Et dernier point sur la militarisation, parce que c'est au cœur du propos. Quand Napoléon devient premier consul, la première chose qu'il fait, c'est qu'il purge l'armée. Il purge l'armée parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'armée n'est pas du tout avec Napoléon consul pour une bonne et simple raison, c'est qu'en gros, en 1799, l'administration en France, la plus certainement républicaine, mais sans aucun doute, c'est l'armée. Pour la raison qu'on a évoquée, c'est que de toute façon, tous les officiers supérieurs étaient aristocrates et ils se sont cassés. Donc on les a remplacés par des républicains volontaires. Les officiers étaient élus. Donc évidemment, en général, l'acte citoyen de l'élection se confondait avec l'acte militaire. Donc en fait, toute l'armée est contre le coup d'État qui apparaît exactement comme un coup d'État à ses yeux. Et Napoléon reçoit énormément de lettres qui inquiètent beaucoup Fouché, où on lui dise, on a des généraux de division dans les départements ou de garnison et qui lui disent, on a bien vu que c'était un coup d'État et franchement, en termes de républicanisme, ça fait pas bon genre, quoi. Et donc du coup, Napoléon purge absolument tous les généraux de division, remplace l'état-major. Donc dire que Napoléon arrive avec l'armée à sa tête, c'est complètement faux. Napoléon arrive auréolé de gloire militaire et comme militaire, il rassure, effectivement. Mais il n'a pas de régiment derrière lui. La preuve, c'est qu'il va devoir les conquérir. Mais exactement, moi je suis totalement d'accord avec ça, mais il vient au pouvoir, ce Napoléon Bonaparte. Arthur Chevalier l'a dit, il a un frère qui s'appelle Joseph Bonaparte, il a un frère qui s'appelle Lucien Bonaparte. Ses frères font de la politique. Et une des vertus de Napoléon Bonaparte, c'est qu'il a justement des relais politiciens extrêmement forts. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Il est le représentant de gens d'une couche politique, d'affairistes, de gens qui manœuvrent dans cette époque qui est glauque par ailleurs, depuis le Directoire est un moment de corruption, les mobilisations populaires, j'y reviens pas, ont été réprimées, les gens croient de moins en moins que cette révolution française tient ses promesses. Et lui, il est là-dedans. Alors, il a eu des conquêtes militaires, mais qu'il a, et tel que tu le dis très bien, admirablement fait circuler par une propagande qui mérite le respect. D'ailleurs, on a encore des tableaux. Le pont d'Arcole, vous connaissez tout ça, tableau magnifique, événement qui n'a jamais eu lieu. Si ce n'est, paraît-il, que Napoléon, dans la confusion et la bousculade, l'homme était courageux indiscutablement, serait même tombé à l'eau à cette occasion, et si ses soldats n'étaient pas venus le ressortir avec l'équipement, il serait même peut-être noyé. Mais il a le génie de faire fabriquer ce tableau, et d'autres qui par la suite vont faire des pages glorieuses. Il consacre énormément d'argent, effectivement, à ce qu'il y ait ce récit, à tel point, comme tu nous dis toi-même, que 35% du Moniteur consacré à toutes ces campagnes, c'est quelque chose. Mais ça, parce que c'est un habile politique. Je ne reviens pas sur la question du sacre, l'utilisation même, le tableau de David. Par ailleurs, David, grand jacobin, un personnage tout à fait intéressant, mais qui après va participer à tout ce travail de propagande. S'il y a une modernité dans Napoléon Bonaparte, c'est aussi dans l'utilisation de la propagande politique, des images et de nombre de choses pour faire circuler des idées. Mais ça, là où ça nous... ça nous pose un problème politique, et c'est une manière un peu de faire évoluer notre débat, c'est sur ce que ça nous laisse comme forme politique. Sur la manière dont, à un moment donné, certains événements et le rôle, certains personnages vont utiliser de la propagande dans une société médiatique. Ça doit de plus en plus nous interroger pour fabriquer les contours d'un sauveur, de quelqu'un qui apporte une réponse qui transcende les contradictions de classe d'une société et qui nous amène à être dans un rapport, me semble-t-il, nous, d'infantilisation par rapport au pouvoir politique, où nous devrions accepter de voir nos libertés restreinte, voire quasiment disparaître, parce qu'un personnage éclairé vient apporter la réponse aux difficultés qui sont les nôtres. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur, me semble-t-il, ou qui doit être au cœur d'une réflexion permanente. Alors, à partir de là, pour faire évoluer un peu notre discussion, même si on peut de saut en gambade revenir à ce qu'on disait, ce qui a amené notre rencontre et nos confrontations et nos débats, c'est aussi que cette année, c'était l'année du bicentenaire. Fallait-il ou pas, que faut-il faire vis-à-vis de ce bicentenaire? Indiscutablement, moi je l'ai toujours dit, il va de soi que le rôle majeur qu'occupe Napoléon Bonaparte amène à ce que, à moins d'imaginer une espèce d'effacement de l'histoire absolument terrible et sordide auquel je n'aurais jamais envie de participer, il va de soi que les historiens doivent avoir des moyens publics pour travailler, des expositions et tous les moyens modernes de films, de documentaires pour que ce personnage soit transmis, restitué vis-à-vis de la population. Et a fortiori, si on le fait comme on le fait un peu aujourd'hui, en expliquant qu'il n'y a pas ce séquençage de la révolution brutale et du Napoléon magnifique, mais tout ça est une continuité, un continuum dans lequel ce qui fait sens, c'est aussi les ruptures au sein de ce continuum. Bon, mais n'empêche qu'après Emmanuel Macron, lui, a fait un discours sur lequel on pourrait échanger, qui précisément, à mon avis, a renoué avec la vieille obsession d'Emmanuel Macron. Hier, je vous ai raconté ça, qui était, avant même d'être élu président de la République, que de considérer
je le cite de mémoire, hier je vous ai lu la citation plus précisément, et de dire la Révolution française et la terreur, hein, et la mort du roi a laissé un vide qui crée encore un vertige dans la vie politique. Il y a un vide en France depuis la mort du roi. Et en gros, tel que le dit avec beaucoup de solennité et de connaissance, je ne sais pas s'il avait fait un sondage à l'époque, fondamentalement les Français n'ont jamais voulu la mort du roi. Et nous aurions ce vide de ce grand personnage en permanence à combler dans notre vie politique. Et la Ve République est une manière d'apporter une réponse par son présidentialisme accru à ce vide. Et la manière dont Emmanuel Macron aussi, peut-être, je le craignais, a voulu rendre hommage à Napoléon Bonaparte est une manière de dire qu'il faut de la grandeur, il faut le grand personnage. Et d'ailleurs, il a réutilisé dans son discours cette idée que Napoléon lui-même avait déjà l'intuition que la mort du roi n'était pas vraiment voulue par les Français et qu'il avait voulu combler ce vide. Alors, j'espère que vous me suivez dans ce vent un peu fou, mais tout ça, c'est de la politique. Et après tout, utiliser l'histoire en politique, moi, ça ne me gêne pas. Si d'aventure, le peuple français nous confiait la direction de ce pays, il y aurait de l'histoire, il y aurait des commémorations, il y aurait des discours, voilà, parce que c'est bien. Mais il faut aussi ne pas effacer certains aspects de notre histoire, ne pas exalter au nom, là encore, de la grandeur du pays, les grands personnages, en oubliant, quand on est républicain, qu'ils ont été peut-être, c'est la lecture évidemment que moi j'ai, en contradiction avec ça. Alors c'est une manière, un peu en balayant tout ça, de dire, lui Arthur Chevalier, il avait cette particularité, mais j'aimerais bien qu'il nous explique qu'il est commissaire d'une exposition, qui est quand même une grande exposition, la plus grande même à ce moment-là. Peut-être comment toi tu as abordé les choses, peut-être les critiques que quelqu'un comme moi a pu porter. Moi j'ai été surpris, je dois dire, un peu de la médiatisation de ma critique, parce que dans un premier temps je pensais qu'il y allait avoir des intellectuels et des historiens qui allaient monter au créneau, et quasiment j'ai été le seul parfois à critiquer tout ça, ce qui a amené à ce que je sois invité dans certains débats, et j'ai trouvé, alors j'étais très fier d'être invité à certains débats, mais un peu triste parce que j'aurais préféré que des universitaires, des historiens mènent la discussion, parce que moi j'aime bien l'histoire, mais je veux dire, je suis pas non plus le mieux armé pour faire ça. Ce qui a démontré que finalement, j'ai trouvé que c'était une commémoration de basse intensité. Les amoureux de Napoléon, non, mais du point de vue de ce que cela a occupé dans le débat public. Je vois Chevalier qui dit comme ça, oui, je sais, il y a des choses magnifiques que vous avez fait, mais bon, là, il va dire qu'il y a eu beaucoup de choses, on va voir. Et quel regard tu as là-dessus, et puis peut-être revenir sur comment ça se passe, parce que moi, je ne connais pas bien, on ne connaît pas bien comment on peut déjà devenir commissaire d'une exposition, comment ça se passe, quelles difficultés peut-être tu as rencontrées, quelles problématiques qui étaient en avant, et puis quel bilan tu tires un peu de ça. Moi ça m'intéresse. Merci. Avant de parler de l'expo, juste, je te réponds sur 2 points qui sont inacceptables. Le premier, c'est que, par exemple, moi, sur la mort du roi et le fait que les Français l'aient voulu ou pas, ça c'est un débat qui m'agace. Ok, on est d'accord qu'il y a des assemblées dans ce pays. On délègue un pouvoir à des assemblées. En gros, à cette époque-là, c'est pareil. Il y a des députés qui se sont fait juges, qui n'avaient pas le droit de l'être, mais c'est pas grave. Ils ont voté. La mort du roi, elle a été votée par des députés à une majorité de 3 voix. C'est une majorité, c'est un vote. Donc la France a voulu la mort du roi à 3 voix. Ça veut dire donc que, de ce point de vue-là, ah bon, bah combien alors ? Non, on a recompté 3 fois. Oui, il a raison. Il y a... Non, ce que dit le camarade que je partage, parce que je suis en désaccord avec ce que dit Arthur, parce qu'il y a une grande majorité en vérité qui est pour la mort du roi, mais la question c'est est-ce que la sentence, elle est immédiatement, et c'est sur le vote de la sentence immédiate qu'il y a 3 voix supplémentaires. Mais la grande majorité des députés avaient décidé l'exécution du roi. Alors après, je ne veux pas polémiquer, enfin ils disent qu'ils n'avaient pas le droit, c'était des circonstances de la Révolution, quand même c'était le roi, le premier personnage de l'État qui avait juste trahi, menti, qui avait cherché à fuir, qui avait conspiré avec l'ennemi, et je connais aucun régime qui tolérerait que le premier personnage... Donc, il reprend la parole, mais ça s'est pas passé de peu. Ce que je veux dire, mon cher Arthur, c'est que tu peux défendre, si tu veux, Louis XVI, et on te tirera les oreilles après, mais ça ne s'est pas passé à 3 voix près. Alors, tu es d'une malhonnêteté invraisemblable, car je n'ai jamais défendu le roi, j'ai jamais dit que la mort du roi était... Non, c'est faux. Et deuxième point, pour moi, la question, c'est pas le roi, c'est juste... Nos désaccords, c'est pas le roi, c'est l'incarnation. C'est juste que moi, j'ai du mal à concevoir comment est-ce qu'on imagine une organisation des pouvoirs tripartite sans incarnation du tout.
C'est ça la vraie question. C'est pas le roi, le président de la République, le chef du comité, le président du conseil, j'en sais rien. Juste que moi, et au terme de nos discussions, à chaque fois, c'est là où on achoppe, c'est que moi, j'ai du mal à concevoir les choses sans incarnation. Et il me semble qu'à la France Insoumise, l'incarnation, vous avez bien compris. Hein, je crois que c'est assez clair. Ce qui n'est pas grave. Non, mais il a raison. Non, mais attendez, il a raison. Jean-Luc Mélenchon est un personnage connu. Non, mais attendez, attends, qu'il n'y ait pas de plein honte là-dessus. Faire de la politique, ça amène à ce que des hommes et des femmes s'engagent. Et évidemment qu'il faut, à un moment donné, quand tu es dans une entreprise, il y a le dirigeant syndical, il y a celui ou celle qui prend la parole, qui est responsable, que les copains connaissent, vont voir, etc. Donc ça s'incarne. Moi, je veux dire, de la même façon, par exemple, mon goût de l'histoire, j'aime bien l'histoire sociologique et tout, mais j'aime aussi les personnages. Les femmes, les hommes, il faut les connaître. Et moi, j'adore ça, les biographies, parce que tu as raison, il faut de l'incarnation. Donc, je ne suis pas d'un courant historique et je ne crois pas dans nos rangs qu'on soit sur le fait qu'on s'en fiche, tout le monde est interchangeable. Non, à l'échelle de l'histoire, tout le monde n'est pas interchangeable. À un moment donné, il y a des femmes et des hommes, en raison de leur expérience personnelle, etc. Ils jouent un rôle historique et quand ils meurent, leur mort aussi est une mort symbolique d'un moment historique donné. Donc j'ai pas de problème avec ça. Mais durant la Révolution française, il y a de l'incarnation, il y a des représentants, mais il y a un comité de salut public, je l'ai dit, 12 membres réélus tous les mois dans une assemblée. C'est pas la même chose que je suis premier consul à vie ou empereur. Alors certes, tu me réponds, il y a des institutions contre-pouvoir. Moi je dis c'est du baratin. Mais il y a de l'incarnation. Mais on peut concevoir quand même dans un régime républicain que même si on est pour reprendre ton mot, comment dirais-je, des responsables, pour le dire simplement. La question, c'est quel est le rapport entre le peuple et ses responsables ? Est-ce qu'il y a des possibilités de contrôle, des possibilités de rappel, ou est-ce que c'est à tout moment, comme c'est pour ça que je vous lisais la prière tout à l'heure, un régime qui progressivement nous explique qu'il faut même, quand tu as un culte, rendre même dans ton culte hommage aux grands personnages. Non mais là, je veux dire, on rompt le fil là, d'une cohérence républicaine. Je te redonne la parole. Merci. Oui, et donc bon, alors du coup, on va switcher là-dessus. Alors concernant l'exposition, en l'occurrence, au début, j'avoue que quand on le devient parce qu'en fait, on a une compétence sur un sujet et qu'on cherche quelqu'un, quoi. Là, il se trouve que Napoléon, ça a pris des proportions cette année qui, à mon avis, étaient un peu délirantes à la fin, parce que ça reste jamais qu'un mort. Hein. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même pas. À la fin, il est quand même. Quel mort, mais enfin, je veux dire, à la fin, il est quand même très mort et il ne guette pas la démocratie aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est assez peu de chance, quoi. Mais effectivement, ça a réveillé des vieilles passions françaises, ça a mis en évidence des clivages et je comprends. Non, après, la seule chose, et là, ça pose la question de la commémoration en République, c'est qu'évidemment, c'est une exposition qui est produite par le Grand Palais, donc en fait, la Réunion des musées nationaux, qui est financée par le ministère de la Culture, donc en fait, par nous tous. Hein. Ce sont donc nos expositions, nos commémorations. On a droit d'émettre un avis là-dessus, puisque c'est pas des fonds privés, ce sont des fonds publics. Et donc effectivement, la question de la construction d'une exposition sur Napoléon, au fond, là, comme ça, on se fout que ce soit une exposition, c'est juste qu'on sait que ça va être beaucoup vu et que ça va influencer l'idée que les gens se font de ce personnage, quoi. Donc, de ce point de vue-là, l'exposition ou fêter un anniversaire dans le calendrier républicain ou organiser une cérémonie au Panthéon, en fait, c'est pareil. C'est la même question qui se pose. C'est un choix par définition arbitraire, c'est-à-dire qu'il est contestable par nature. Moi, je sais pas, j'ai tendance à penser, et je pense qu'on sera peut-être d'accord là-dessus, que le terme de commémoration, commémorer quelqu'un, une célébrité de l'histoire de France, quelle qu'elle soit, commémorer, c'est pas célébrer. C'est-à-dire que personne ne mérite d'être célébré aveuglément, ni Napoléon, ni moi, ni Jésus, ni un prêtre, ni un syndicaliste, ni un bienfaiteur. Personne n'est parfait, ça n'existe pas. Et on ne peut pas demander à des individus normaux de rendre un culte à quelqu'un qui est faillible, qui a fait des stupidités, qui a commis des horreurs aussi, comme tout le monde. Personne ne mérite ça. Donc de ce point de vue, la République n'a pas à s'investir le pouvoir de le faire. Donc Napoléon ne le mérite pas en tant que tel. Donc après, commémorer, ça veut dire quoi ? Alors pour moi, de loin, mais moi je ne suis pas responsable politique, donc j'ai peut-être pas ce prisme-là, je dirais que, pour Napoléon, j'ai essayé de le penser comme ça, ok, quelle est la fonction de ce mec dans l'histoire de la République ? C'est quoi sa fonction ? En a-t-il une ? D'après moi, il y en a une. D'après toi aussi, d'ailleurs, même si on n'est pas d'accord sur l'expression, Napoléon a clairement une fonction dans l'histoire de la République. Même s'il a renoncé à la Révolution, comme tu le dis, même si on tient ce point de vue-là, il en a quand même une. Régressive, mais il en a quand même une. Il en a une. Il fait partie de cette histoire. Donc à partir du moment où quelqu'un a une fonction dans la République, il mérite d'être commémoré. S'il n'a pas essayé de la détruire. Après, c'est des points de vue qui s'affrontent. Donc dans une exposition comme celle-ci, moi, ce que j'ai voulu faire, après, je vous encourage à aller la voir, mais si vous la voyez, vous verrez, ça renvoie ça. C'est d'une part de ne pas bouder son plaisir, parce que c'est quand même une vie très intense, donc il faut quand même qu'on ressente que c'est une vie qui traverse 15 ans et qui marque de très près 15 ans de l'histoire de France. Et deuxièmement, de mettre Napoléon à distance.
Dire que Napoléon, contrairement à ce qu'on répète, c'est pas un type bravache qui tirait l'oreille de ses valets de chambre. Napoléon adorait le pouvoir, il adorait la courtisanerie, il adorait le protocole. On ne le tutoyait pas, d'ailleurs personne ne tutoyait à peine sa femme à la fin. Il aimait la déférence. D'ailleurs, il faut un peu aimer le pouvoir pour devenir empereur quand même, ça arrive rarement par hasard, hein, donc il adorait ça. Mais de même, Napoléon, par exemple, Napoléon n'a jamais écrit la moindre lettre à un préfet de sa vie. De même, pas un seul préfet n'a écrit la moindre lettre à Napoléon. D'ailleurs, c'était formellement interdit dans la Constitution, les préfets rendaient compte au ministère de l'Intérieur, au ministre de la Police, et pas du tout à Napoléon lui-même. Donc Napoléon, en fait, juste avait j'avais des idées, de l'énergie, savait discipliner des équipes, les encourager à faire ci, à faire ça. Mais Napoléon en tant que tel se mêlait au fond quotidiennement d'assez peu de choses et il doit être mis à distance du consulat et de l'Empire. Et je pense que quand on l'étudie, c'est la bonne façon de faire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter déjà pour commencer de penser que dès qu'on parle de Napoléon, c'est un plébiscite affectif sur sa personne. Moi, j'aime pas Napoléon, il n'était pas aimable, c'était un type assez odieux, qui était méchant avec tout le monde, y compris avec ses proches. C'est pas quelqu'un qu'on qualifierait d'aimable, même si je pense qu'il a fait des choses décisives. C'est pas le mot, donc... on n'est pas du tout obligé d'aimer Napoléon. Non, ce qu'il faut voir, c'est juste le consulat et l'Empire avec de la distance et sortir Napoléon de tout ça pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Parce que c'est pas anodin, une époque où on crée, la première forme de conseil constitutionnel en France. Alors, il était imparfait. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, il a quand même été créé une fois. Il a été créé. Pardon ? Oui, c'est un tyran. Il était assez tyrannique, c'est vrai. D'accord sur ce point. Comme d'autres, d'ailleurs. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'était de montrer que c'était d'abord de l'histoire de France et pas de l'histoire de Napoléon. Parce qu'effectivement, sinon on rentre dans un rapport à l'histoire qui est fétichiste. C'est-à-dire qu'après, on vient voir Napoléon et montre-moi son bicorne et montre-moi sa redingote et son beau sabre. Il y en a bien sûr, parce que ça fait partie du jeu. Mais à la fin, c'était qu'on essaye aussi de comprendre que tout ça, au fond, aurait très bien pu se produire d'une certaine façon sans lui. Parce qu'il y avait une dynamique qui était liée à ça, de rappeler aussi que le code civil, c'est pas son idée, que l'école républicaine, c'est pas son idée, que l'unification du français sur le territoire pour favoriser la diffusion, des idées républicaines, c'est pas son idée, la Banque de France, ça n'est pas son idée. Bref, Napoléon continue surtout une histoire qui le précède, d'accord, et c'est ce qu'on a essayé de montrer. Donc en fait, j'ai pas essayé de faire quelque chose d'anti-Napoléon, j'ai essayé de faire quelque chose de distancié par rapport à lui. Et je pense qu'à propos des sujets d'histoire de France, ça mérite d'être abordé comme ça, parce que ça permet de mettre de côté les désaccords profonds à propos d'une personne. On va pas, entre personnes sérieuses en 2021, on n'aurait quand même pas un débat sérieux sur est-ce qu'on aime ou pas Louis XIV, ça n'a aucun sens. Personne ne l'a connu, on s'en contrefou, c'est un régime politique qui date d'il y a 4 siècles, qui correspond à un état des mœurs et civilisationnel complètement éloigné d'une autre. Personne ne peut comprendre à quoi ça correspondait à l'époque. En revanche, on peut très bien apprécier, socialement parlant, ce que ça voulait dire en termes d'égalité, en termes de puissance économique, en termes de mort, de famine, de rayonnement culturel, artistique, voilà. Mais pour ça, il faut arriver, effectivement, et là-dessus, je suis tout à fait sur ta ligne, à mettre parfois, dans l'étude de l'histoire, je parle, pas dans l'étude politique, à distance les grands hommes et l'aspect fétichiste qu'on pourrait avoir par rapport à eux, parce qu'ils nous font commettre des erreurs. On a évoqué le problème politique, mais ça pose du coup aussi un problème pédagogique. J'insiste un peu pour savoir comment avez-vous construit l'exposition et que peut l'exposition face à la propagande, on en a parlé, que Napoléon a su instrumentaliser. Comment est-ce qu'on met à distance cette propagande dans une exposition et ensuite dans les programmes scolaires ? Je pense au ministère de la Culture et au ministère de l'Éducation qui doivent ensuite permettre aux nouvelles générations, aux jeunes, de comprendre qu'il faut savoir mettre à distance un personnage politique qui utilise les médias, qui utilise la presse. On est aussi, puisqu'il y a le temps long qui est évoqué dans l'exposition, dans la montée de la presse, la place que prend la presse sur la scène politique. Pour faire ça, outre l'histoire, on va dire entre guillemets banale, c'est-à-dire des choses très connues sur Napoléon, donc les créations politiques et compagnie administratives, et sa vie très connue aussi, et ses batailles assez connues, ça il suffisait d'aborder des sujets qu'on n'aborde jamais, par exemple la question du rétablissement de l'esclavage. On a travaillé avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est une entité comme une autre, on aurait pu travailler avec d'autres, hein. C'est celle-ci qui s'est présentée, elle est pas parfaite, mais enfin elle est efficace. Ça permettait de dialoguer avec des gens qui effectivement sont plus spécialisés sur l'esclavage que sur Napoléon, donc il y avait d'autres choses à dire, qu'ils l'ont dites. Moi je discutais avec eux, ça s'est, on va dire en gros, bien passé, en tout cas d'un point de vue historique bien passé. Donc on a consacré par exemple une partie au rétablissement de l'esclavage, on va dire sans tortiller, quoi. Voilà, Napoléon a rétabli l'esclavage, il l'a fait consciemment, il l'a fait avec un certain cynisme économique, c'est incontestable. Est-ce que le fait que Napoléon ait rétabli l'esclavage en 1802
annule pour autant le fait que la France a été le premier pays européen à l'abolir en 1794, j'en suis pas sûr. Je pense que l'un ne doit pas annuler l'autre, c'est-à-dire que ça s'est quand même produit. C'est pas lui qui l'a fait, hein, c'est la Révolution française. Bon voilà, il l'a fait. Alors maintenant, une fois qu'on a dit qu'il l'a fait, bon, il l'a fait, il n'y a plus de débat, maintenant on peut avancer. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'exposition. Il l'a fait pourquoi, il l'a fait comment, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence. Bon, qu'on comprenne, justement, pour pas laisser des sujets comme ça, des non-dits qui seraient récupérés à propos desquels on dirait n'importe quoi. Là encore, je pense que n'importe qui, quelles que soient ses convictions politiques, a envie de comprendre les choses, qu'elles soient agréables en tant que Français ou pas, quoi. C'est comme ça. Par exemple, la question, effectivement, du statut des femmes. Voilà, effectivement, les femmes ont un statut inférieur dans le Code civil. C'est un héritage de la Révolution française, hein, puisqu'elles avaient perdu tous leurs droits politiques en 1795, après avoir gagné effectivement un certain nombre de droits civils et politiques en 1792. Donc là, effectivement, là-dessus, comme l'a dit Alexis... Ah oui, oui, mais moi j'ai rien dit sur le livre ouvrier là. Hein. Ah, je me fais engueuler quand même. D'accord, très bien. Oui. Attends, 2 secondes. Ce que je te propose, mais comme tu es lancé, tu peux le faire peut-être dès maintenant, c'est qu'on va avoir un débat maintenant, et parce que tu interviens avec un micro, c'est plus confortable, et tu as parfaitement raison, c'est ce que j'évoquais notamment tout à l'heure dans le Code civil, les rapports d'inféodation très, très, très simples, plus même que d'inféodation, de différence de droit entre le salarié et le patron. Mais viens le dire clairement, parce que faut lui répondre, hein, plus précisément que ce que j'ai fait. Vas-y. Secoue-le, mais gentiment, vas-y. Je vais le secouer un peu. Parce que le livret ouvrier, je ne sais pas si vous connaissez, le livret ouvrier, dans le début du décret qui l'a établi, c'est le premier consul, le consul à vie. C'est pour limiter le vagabondage des ouvriers. Déjà, ça commence bien. Un ouvrier, il peut se déplacer qu'avec son livret signé par son ancien patron. C'est tout. D'ailleurs, ça dure pratiquement jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est Napoléon, ça aussi. Il n'y a pas que l'esclavage. Moi, je veux dire, pour moi, Napoléon, c'est une catastrophe pour la France. Et surtout, le bonapartisme, c'est une catastrophe pour la France. C'est une catastrophe. Et de quoi est-il le nom, ce truc-là? Moi, je vais vous dire de quoi c'est le nom, le bonapartisme et Napoléon. C'est la faiblesse congénitale de notre classe bourgeoise, qui est incapable d'exercer le pouvoir et de trouver les hommes pour le faire de manière digne, comme l'a fait la classe anglaise, hein. Elle confie et elle vient toujours prendre le pouvoir dans les fourgons de l'étranger, que ce soit en 70, que ce soit avec Pétain. Voilà ce que c'est notre classe bourgeoise. Et Napoléon, le bonapartisme, c'est le nom de la faiblesse de notre classe bourgeoise. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Peut-être que ça t'a coupé la parole, Arthur, mais non, mais il a raison. De la même façon, je te laisse dire depuis tout à l'heure, le lycée de napoléonien dont on m'a répété pendant tout le débat n'a rien à voir avec notre lycée aujourd'hui. Il est profondément élitiste, il est masculin. Et par rapport à ce qu'étaient les grandes propositions, même qui étaient faites par Michel Lepelletier de Saint-Fargeau ou d'autres pendant la Révolution française, ça n'est pas véritablement une avancée en vérité. Enfin, je remercie Arthur, je disais tout à l'heure à Bérénice. Bon, tu évoques le sujet de l'esclavage, sujet majeur. Bon, tu l'évoques. Si vous visitez l'exposition, je sais, en plus on en a parlé, qu'il y a, y compris même pour avoir découvert cet univers des pro-Napoléon, qu'il n'y a personne qui défend le rétablissement de l'esclavage de la part de Napoléon. Tu le dis, c'est une décision très cynique, économique, c'était pas son sujet, il n'avait rien à faire, et même il avait sans doute tous les préjugés de l'époque. Ça a fait rebondir le débat qui avait eu lieu au début de la Révolution française, faut-il ou non abolir l'esclavage. Dans un premier temps, les secteurs les plus avancés, des représentants des colons avaient fait un lobby important pour que, malgré la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'y ait pas d'abolition de l'esclavage. On en parlait hier. Et puis progressivement, en raison d'ailleurs des esclaves eux-mêmes, hein, qui se soulèvent à Saint-Domingue, il y a abolition de l'esclavage. Et lui, il l'a rétabli. Bon, c'est un sujet aussi terrible qui doit nous amener... Alors c'est là-dessus que je voudrais quand même que tu nous en dises un peu plus, parce que tu dis... le président de la République s'est exprimé sur Napoléon. Et moi, là, il y a un sujet dont il faut discuter. Pourquoi un président de la République doit-il s'exprimer sur Napoléon Bonaparte? Est-ce une évidence? Oui ou non? Pour dire quoi? Moi, j'essaie à ma petite manière, avec mes petits bras, de chauffer sur l'idée qu'il est le fossoyeur de la République. Arthur Chevalier, Thierry Lance, on a discuté quand on en avait l'occasion. Et le président de la République, après, quand lui, il a pris la parole, dans son discours, il a dit... Je me garderai bien de trancher cette question-là. Eh bien, moi, je pense que quand on est président de la République, c'est pas Emmanuel Macron qui s'exprime. C'est celui qui représente la République. Il faut avoir un point de vue sur cette affaire-là. Napoléon, continuateur
ou rupture par rapport à ce que sont les principes et les idéaux de la République et de la Révolution française. Bon, il s'en est sorti par un et en même temps. Alors du coup, à quoi ça sert ? Alors là, ça m'intéresse ce que tu en penses. Il a réuni des jeunes, il leur a dit, en gros, Napoléon, c'est un type, en gros, c'est un self-made man formidable, hein, un type plein d'énergie, on comprend pas trop pourquoi il en est arrivé là. Finalement, un type qui a eu l'intuition, qui avait un vide à combler, c'est toujours le truc de Macron. Hein. En gros, il a redonné de la grandeur parce que la révolution c'est sympa, mais comme ça s'incarnait pas dans un grand personnage, les gens n'y croyaient plus. Et puis après, bon. Et moi, je vous invite à comparer le discours qui a été fait cette fois-ci et la manière dont Georges Pompidou avait fait un discours en 1969. C'était quoi ? C'était le bicentenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, où il y avait quand même un regard, y compris sur la Révolution française, y compris sur les Jacobins, y compris sur Maximilien Robespierre, qui était évoqué par Georges Pompidou, qui était différent sur l'articulation entre le rôle de Napoléon et les personnages que je viens d'évoquer dans la Révolution française. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté très... Oui, c'est un discours de 2021, avec ce regard sur la Révolution française. Au secours, la terreur, oh là là, quel événement terrible. Et puis heureusement, finalement, qu'il a rétabli de l'ordre, c'est Napoléon. J'avais trouvé le discours de Georges Pompidou plus subtil. Peut-être que ce que je vous dis là fait un peu snob, hein, parce que vous n'avez peut-être pas lu le discours de Georges Pompidou, on peut le trouver sur Internet. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un discours quand même de basse intensité, que c'était finalement, ça répondait pas aux problématiques auxquelles on aurait pu avancer, et ça répond pas aussi à l'idée, moi je le dis tout de go, que je suis pour qu'il y ait des Arthur Chevalier qui aient la parole, je suis pour qu'il y ait des expositions, je suis pour qu'il y ait des bouquins qui soient écrits, je suis pour qu'on fasse des débats où on leur réponde. Mais qu'un président de la République prenne la parole pour évoquer Napoléon Bonaparte, précisément, moi, ça me pose un problème. Et je pense qu'il y a là quelque chose que, à titre personnel, si j'étais président de la République, évidemment, c'est pas exactement ce qui est prévu, mais non, mais je veux dire, je sais pas comment le dire autrement, mais enfin, moi, je suis pour une République qui fait de l'histoire, qui transmet l'histoire, qui permet que l'histoire scientifique ait lieu, mais qui, y compris, fait appel à l'histoire, la transmet pour justifier nombre de choix, etc. Mais Napoléon Bonaparte, il y a quand même un sujet. Tu es tout à l'heure Louis XIV, mais précisément, il n'y a pas de discours du président de la République sur Louis XIV. Donc là, on a un sujet. Je ne sais pas quel regard tu as, mais Bérénice réagit. Ça pose un problème quand, surtout, Macron choisit de parler de Napoléon et pas des 150 ans de la Commune, par exemple. Ça pose un problème quand des choix sont faits et qu'il y a des oublis qui font mal pour certaines périodes de l'histoire. C'est ce qu'on disait, et je te vais te donner la parole. Non, mais bon, parce que et après on échange. Moi, on m'a saoulé avec la cancel culture, soi-disant qu'il y aurait, bon, au bout d'un moment, de quoi on parle, mais ça veut dire la culture de l'effacement. Mais moi, je dis ici que la culture de l'effacement, c'est ce qui est fait actuellement, de la part, bien souvent, de cette histoire officielle qui nous est racontée, où l'histoire l'histoire populaire de ce pays est niée, l'histoire révolutionnaire et sociale de ce pays est niée. Je ne dis pas qu'il faut parler que de ça. Mais quand même, la Commune de Paris a un rayonnement qui va être de dimension mondiale dans tout ce qui est le mouvement ouvrier et au-delà. Peut-être que même si c'était pas Macron de prendre la parole sur la Commune de Paris, au moins les pouvoirs publics auraient pu aider à ce qu'il y ait une commémoration beaucoup plus importante que ce qui a eu lieu. Bon, et là, il y a un problème. Et puis après, il y a beaucoup d'autres sujets où on s'aperçoit régulièrement. Hein, je répète ce que je vous disais hier, les amis. Arthur, toi, tu as eu droit à Stéphane Bern pour ton exposition. Mais quand les émissions de service public de Stéphane Bern, le pauvre, je l'accable parce que c'est lui, mais bon, nous offre 145 émissions sur des personnages historiques, mais qu'il n'y en a que 4 qui sont relatifs à la Révolution française. Et parmi ces 4, c'est Louis XVI, Charlotte Corday, et qu'il n'y a que Danton. Je dis, eux, ils font de la cancel culture. Eux, ils font de la culture de l'effacement. Eux, ils veulent effacer le rôle de tous ces personnages, la dynamique de la Révolution. Et après, en permanence, les grands personnages, c'est une manière idéologique d'aborder les choses. Donc j'aimerais avoir ton regard là-dessus sur peut-être ce discours, peut-être aussi la manière dont l'histoire se transmet, même si tu as eu les honneurs de secret d'histoire, je crois, pour ton exposition. Mais là aussi, ça te fait sourire. Mais moi, je ne suis pas indifférent à la manière dont le service public, aujourd'hui, devient un passeur d'histoire, mais passeur d'une histoire en effaçant une autre part de l'histoire de France. Moi, je ne suis pas un censeur. Je ne suis pas pour effacer l'histoire de France. Mais je suis pour qu'il y ait toute l'histoire, ou du moins une histoire de France enrichie aussi de l'histoire populaire, de l'histoire des luttes. Parce que l'histoire de France
a cette singularité que nous sommes un peuple qui souvent a été un peuple de mobilisation sociale et de lutte. Et cet oubli, il est profondément politique et idéologique. Ok, la commémoration de Macron, c'est intéressant. Moi, la commune, je connais rien. C'est une plaisanterie. Non, la commémoration de Macron. Alors, moi, j'étais évidemment favorable à ce qu'il y ait une intervention de Macron pour le bicentenaire, ça va de soi. Je l'ai écrit, dit à la radio, enfin bon, je l'ai répété. Sur ce qu'il a dit, je suis assez partagé parce que à la fois, je suis pas du tout d'accord avec toi, et à la fois, je suis d'accord. C'est-à-dire que l'idée qui se fait de Macron, l'idée qui se fait de Napoléon, pardon, Macron, lapsus révélateur, l'idée qui se fait de Napoléon, elle est pas fausse. La présentation qu'il en a faite, on voit bien effectivement ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire, voilà, c'est un modèle du triomphe de la volonté et compagnie. Bon, moi je pense effectivement que la grande popularité de Napoléon et ce qu'on appelle bonapartisme au 19e siècle tient en grande partie à la légende, on va dire aventurière de Napoléon en fait. Je pense que ça a pénétré populairement parlant parce qu'il y avait des anciens grognards, des vétérans des guerres dans les campagnes. D'ailleurs, on l'a oublié, mais Paul Verlaine a écrit des recueils de poèmes sur les vétérans des guerres dans les campagnes. Ça a marqué culturellement la France, beaucoup plus qu'on ne le pense, et pas du tout d'un point de vue politique. Donc en fait, il y a eu une aventure quasiment romanesque, quoi, qui a beaucoup marqué les gens et qui était beaucoup moins politisée qu'on ne le pense. Donc, de ce point de vue-là, je trouvais que Macron avait pas tort de le rappeler, et après tout, d'un point de vue de pure propagande napoléonienne, j'aurais pas fait mieux. Mais, en revanche, je pense que peut-être qu'il aurait dû déconnecter un petit peu le personnage de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en tout cas, si j'avais dû écrire ce discours, et il se trouve que j'avais été... Enfin, il y a plusieurs historiens qui ont été consultés à ce moment-là par le gouvernement pour ça, et on avait rendu certaines notes et compagnie. Et moi-même, je m'étais exprimé en disant que je pense que ça serait de faire ce que j'ai fait dans l'exposition, c'est-à-dire de rappeler qu'il y a une partie de l'histoire de la République qui se passe là, et que ça serait d'insister là-dessus. Pas les préfets comme d'habitude, mais essayer de rappeler que il y avait des contre-pouvoirs, que par ailleurs il y a eu effectivement un moment de grand autoritarisme, qu'effectivement il y a eu une police arbitraire. Non mais d'y aller pour de vrai. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il a voulu prendre un angle décisif sur Napoléon, filer là-dessus, et du coup en omettant beaucoup de choses, puisqu'il ne pouvait pas tout dire, il n'a pas tout dit volontairement, mais il a voulu faire en fait plaisir. Il s'est dit, quitte à parler de Napoléon, autant aller à fond, quoi. Donc politiquement, je pense qu'on voit très bien en quoi est-ce que ça a été rentable. Moi, je pense que ça aurait pas été mal de faire un peu de para-histoire aussi, autour du personnage. Moi, ça me gêne pas qu'il ait rendu hommage à Napoléon. Moi, je pense que ce qui doit te déplaire dans Napoléon, c'est que tu penses qu'il est fossoyeur de la République, hein, pour employer le mot. Bon, on sait bien qu'il peut être plus nuancé, mais enfin, c'est ça. Mais là, on parle de choix purement politiques, idéologiques, quoi. Là, Macron a voulu donner un coup de barre à droite, en gros. Moi, j'ai toujours écrit des livres où j'ai répété que Napoléon n'était pas du tout à droite au sens libéral et bourgeois, on l'entendait aujourd'hui, en essayant de montrer les filiations idéologiques évidentes entre la gauche républicaine du 19e siècle et Napoléon. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du militarisme, une phrase m'est revenue de Léon Gambetta en 1871, hein. Léon Gambetta qui ne peut quand même pas être taxé d'autres, enfin pas de droite en tout cas, et qui avait fait un grand discours pour rappeler qu'en France, et je le cite, tout citoyen qui naît est né soldat. Ce que ça montre, c'est qu'il y avait quand même un surmoi martial dans cette France du 19e, où tous les grands traumatismes de Valmy en passant par la perte de l'Alsace et la Lorraine à Waterloo sont d'ordre militaire, et on comprend mieux pourquoi est-ce que ce qu'on appelle le bonapartisme aujourd'hui, mais en fait qui pour moi est la légende de Napoléon, a pénétré la culture populaire. C'est-à-dire que ça correspond aussi avec un traumatisme français qui est lié à des guerres en fait, qu'on le veuille ou non, quoi. Et ça explique peut-être aussi qu'aujourd'hui, ce qui parle le plus ou ce qui est l'air d'être le plus populaire, ça soit des histoires de Napoléon ou de personnages de figures uniques comme ça, que des histoires effectivement collectives et sociales, puisque la Commune, même si évidemment c'est une tragédie sociale, ça n'est pas une guerre. C'est une guerre civile à la limite si on veut, mais ça n'est pas une guerre comme ça. Donc peut-être qu'on trouve aussi dans les causes de la diffusion de la légende napoléonienne les raisons pour lesquelles aujourd'hui, eh ben, on a tout à coup un président de la République qui juge plus rentable de parler de Napoléon Bonaparte ou d'inviter Vladimir Poutine au château de Versailles, que effectivement d'aller célébrer quelque chose au mur des Fédérés, quoi. En gros, voilà, c'est l'explication que je donne. Oui, on prend justement vos questions. Alors, est-ce que vous avez déjà envie de rebondir ? Question et intervention en fait, hein, parce que... Vous approchez ? Ouais. Pardon. Bonjour. Bon, merci pour votre débat que j'ai trouvé très intéressant de tous les côtés. Alors j'aurais eu différentes questions à poser. Comment ? Comme ça ? Ouais. J'aurais eu différentes questions à poser
Donc je vais essayer de faire très courte, parce que c'est mieux. À Arthur Chevalier notamment, qu'est-ce que le bonapartisme selon vous? Parce que je ne sais pas si vous l'avez précisé. Qu'est-ce que le bonapartisme selon vous? Parce que je ne sais pas si vous l'avez précisé, et j'aurais aimé savoir si selon vous c'était une forme de césarisme. Et à Alexis, parce que vous aviez critiqué les institutions de contre-pouvoir sous Napoléon, et j'aurais aimé savoir du coup qu'est-ce qui dysfonctionnait ou qu'est-ce qui fonctionnait dans ces institutions-là. Et ensuite, j'aurais juste aimé préciser que moi, je suis lycéen et cette année, j'ai étudié Napoléon, la Révolution française en cours. Et c'est vrai que j'ai été assez déconcerté par la manière totalement partiale et superficielle qu'on a d'enseigner dans cette partie de l'histoire qui est pourtant cruciale dans le pays. Et voilà, je trouve gênant de limiter la Révolution à la violence et Napoléon au Code civil, alors qu'il y a tellement de choses à dire. Et je pense qu'on pourrait s'attarder beaucoup plus sur ces sujets-là en cours. Voilà. On en prend d'autres en même temps? Ouais. Oui, une fille pour alterner? Une femme? Là, c'était une question pure, on va essayer d'y répondre, mais il peut y avoir aussi des interventions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui méritent, tout à l'heure tu as réagi, tu avais raison, qui méritent des précisions, des remarques qui vous ont peut-être choqué, surpris. Très rapidement, bon, je m'appelle Philippe Bourdin-Wallace, les gens me connaissent un peu, mais moi, ma question c'est comment relier ce qui s'est passé autrefois, donc le bonapartisme, et je dirais, est-ce qu'il y aurait maintenant, à l'heure actuelle, un bonapartisme moderne qui est dans ce rapport étatique, et est-ce que des donnes pourraient être changées éventuellement peut-être plus tard, mais en ce moment, à l'heure actuelle, est-ce que justement, il n'y a pas une corrélation et qui nous fasse mal, pour nous les gens de gauche, ou peut-être d'autres, mais voilà. Et cette question, je pense pour moi, personnellement, elle est primordiale. Merci beaucoup. Vous voulez plusieurs questions encore avant de répondre? Bonjour. Voilà, je voudrais savoir, alors c'est une question un peu moins politique, mais quel est le retentissement en Europe? Comment est perçu dans les autres pays d'Europe qui ont eu aussi à subir je dirais, la politique Napoléon qui s'exprimait à travers les guerres? Donc comment, voilà, est-ce que vous savez, alors déjà, est-ce que à l'exposition, il y a des visiteurs qui viennent de toute l'Europe, quelles sont leurs réactions, s'il y a moyen de les recevoir? Ou sinon, de manière générale, dans le débat médiatique qu'il y a pu aller avoir chez nos voisins européens qui ont connu les guerres napoléoniennes, quelle est la réception, quelles sont les réactions positives, négatives? Et j'en prends une dernière? Bonjour. Alors, je serais presque un peu hors sujet, moi, mais je voulais... parce que je trouvais... pardon. Napoléon, alors, c'est vraiment parce qu'il y a une concurrence, le bicentenaire Napoléon, la Commune de Paris, bon, on a nos camps, il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a les vaccinés et non vaccinés, enfin, on est à une période où on se met des camps. Moi, je voulais, du point de vue de Napoléon, je trouvais que Macron ressemblait plus au Napoléon d'après. Il prend le pouvoir par des élections. Après, il fait un coup d'État. Et Macron, je le vois bien en Napoléon III, même Adolphe Thiers. Alors, ce qu'il y a, bon, c'est peut-être un peu hors sujet, mais je le vois plus comme ça. Et j'ai plus envie de le comparer à Adolphe Thiers, Napoléon III, que le premier. Alors voilà, je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler, mais voilà, merci. On essaie déjà de dire quelques mots là-dessus. Bon, moi et vous avez raison, la question qui revient le plus, c'est cette question du bonapartisme. En fait, moi je dois dire que si j'ai croisé le fer un peu avec des gens comme Arthur ou d'autres à travers cette histoire, c'était pas moins pour Napoléon et que pour Napoléon Bonaparte que sur la question du bonapartisme. Et qui, je le pense, est un de nos poisons de la vie politique à l'heure actuelle française, et qui a pour caisse de résonance vraiment ces institutions de la Ve République. Et je trouve que le dernier copain qui a pris la parole, c'est assez vrai, mais Arthur, comme toi, tu as écrit, tu as réfléchi là-dessus, le bonapartisme, c'est presque Napoléon III qui donne vraiment naissance. C'est-à-dire, il est élu parce qu'il porte un nom prestigieux, parce qu'il a été un peu l'auteur de quelques textes sur des questions sociales, donc il semble un peu parler aux ouvriers, ce Louis-Napoléon Bonaparte. Et puis il est aussi en lien avec quand même des milieux d'argent, il porte un nom prestigieux dans les campagnes. Et
il remporte la première élection présidentielle de 1848. Et par la suite, ce prestige va lui permettre de faire le coup d'État de 1851. Ce que je veux souligner par là, c'est que cela avait entraîné, sous la Troisième République et sous la Quatrième République, une grande méfiance sur l'élection du président de la République au suffrage universel. À tel point que quand le général de Gaulle, en 1958, rédige les institutions de la Ve République, il n'y a pas l'élection du président de la République au suffrage universel. Lui déjà a cette idée, mais il ne peut pas parce que les compromis qu'il est obligé de passer, y compris avec la gauche, Guy Mollet, avec les secteurs de la droite qui le soutiennent, etc., l'avait bien convaincu que s'il avait mis d'ores et déjà en 1958 dans la Constitution l'élection du président de la République au suffrage universel, il y aurait eu une levée de bouclier. Et quand en 1962, il rétablit vous le savez, suite à l'attentat du Petit Clamart, etc., l'élection du président de la République au suffrage universel, il y a une levée, il y a une indignation extrêmement forte, mais de personnages comme Gaston Monnerville, qui n'était pas un homme de gauche, mais qui était président du Sénat, et qui fait vibrer l'histoire. Lisez ces discours-là en disant, voilà, il y a déjà eu par le passé, et aucun républicain ne peut accepter ça, il doit y avoir une indignation extrêmement forte, etc. C'est la célèbre époque, il y avait déjà eu le livre de François Mitterrand, Le coup d'État permanent, où cette idée qu'il y avait derrière cela la volonté, sans doute exagérée sur le coup, mais quand même, comment dirais-je, la trace qui était là, elle est problématique. Alors ce que je veux dire par là, c'est que, au-delà des débats qu'on vient d'avoir, historiques, sur Napoléon, continuateur ou pas de la Révolution française, etc., il y a, au moins d'un point de vue familial, quelque chose qui, avec ce Bonaparte, est toujours là. C'est la figure du grand personnage, comme je disais tout à l'heure, du sauveur, de celui qui incarne la nation, de celui qui est, en quelque sorte, comme il l'a dit, de Clovis au comité de salut public, celui qui assumerait tout. Et d'ailleurs, même Emmanuel Macron avait repris son propos à ce terme. Celui qui n'est ni bonnet rouge, ni talon rouge, etc. Bon. Et on le sent que c'est encore là. Et on sent que quand il y a des grands moments de notre histoire de France, le général de Gaulle en est l'incarnation. Non pas sans courage, hein, l'homme a joué un rôle important, mais le gaullisme a puisé là-dedans. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est un de nos poisons intellectuels. Et que l'élection présidentielle, qui est le haut moment de plus forte participation de la part de nos concitoyens, parce qu'ils savent que c'est là que le pouvoir se joue, fondamentalement, a une empreinte idéologique qui est anti-républicaine du point de vue de la notion et de l'idée que je me fais de la République. Alors quand on est républicain, c'est toujours le peuple qui doit apporter des réponses. C'est pas un grand personnage qui incarne le peuple à lui tout seul et qui transcende et qui concentre des pouvoirs. Et que ça, c'est dangereux, a fortiori dans une société extrêmement médiatisée. Et que c'est ça le problème que nous pose Napoléon. C'est là où j'ai un problème fondamentalement avec lui, par l'héritage politique qu'il nous laisse, par ce bonapartisme omniprésent qui prend des formes qui peuvent être... et on voit bien même le succès d'une exposition sur Napoléon, le succès de livres sur Napoléon. C'est qu'il y a dans ce pays, face au chômage, aux difficultés, la recherche d'une grandeur, et on peut le comprendre. La volonté que notre pays, à nouveau, parle au monde entier comme il a pu parler à une époque où il dit proclamer des droits universels. Mais... je trouve que souvent, la manière dont les gens y répondent, c'est à la recherche du grand Napoléon, le grand conquérant de l'Europe. Et moi, je trouve que le retour de boomerang idéologique de tout ça, c'est pas bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non pas parce que c'est toujours bien de lire des livres d'histoire, et c'est toujours bien, c'est passionnant. Mais ça entretient quand même l'idée que nous ne sommes grands que quand nous sommes dirigés par un militaire. Nous sommes grands quand nous sommes dans des moments de grandes conquêtes militaires. Nous sommes grands finalement quand il y a un régime un peu autoritaire. Je ne suis pas d'accord. Moi je trouve que la France est grande, notamment dans des moments où elle a proclamé des droits universels, notamment quand elle a aboli l'esclavage, notamment quand elle a, de manière balbutiante et brouillonne, imaginé un régime où le peuple était celui qui contrôlait ses élus, etc., etc. Donc voilà, c'est là aussi, je ne sais pas comment on peut prendre tout ça, mais moi, c'est la difficulté que j'ai avec la manière dont Emmanuel Macron, pour parler de lui, abordait les choses, la manière dont en permanence on nous demande finalement de parler de Napoléon Bonaparte. Le copain le rappelait tout à l'heure dans le programme. En gros, aujourd'hui, la Révolution française, la terreur. Qu'est-ce que la Révolution française? Donnez-nous un objet. Monsieur, je sais quoi? La guillotine. Ok. Citez-moi un nom d'un personnage de la Révolution française. Louis XVI, le pauvre roi, sniff, sniff, on l'a exécuté. Robespierre, un tyran.
Napoléon Bonaparte, il rétablit l'ordre et donne le code civil. Non, je veux dire, franchement, on peut pas transmettre l'histoire comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On a un problème, et quand on est prof, c'est un problème à mon avis. Ça fait du mal à ce qui est le sens. Là, ça, pour le coup, je reprends mon truc, ça c'est de la cancel culture. Ça, c'est la culture de l'effacement. Ça efface des choses, et ça exalte d'autres choses. Donc j'aime beaucoup Arthur Chevalier et son exposition, allez la voir. Mais c'est ce problème-là que j'ai avec toute la fraternité intellectuelle que j'ai pu trouver chez eux, avec souvent ceux qui aiment Napoléon. C'est que dans le grand personnage, il nous amène sur un terrain idéologique qui nous pose quand même problème. Bon alors, j'ai beaucoup parlé. En même temps, est-ce que le bonapartisme, c'est Napoléon Ier? Est-ce que c'est plutôt Napoléon III, etc. etc. Peut-être que tu as envie de me corriger, j'en sais rien. Merci Alexis. Non, mais je suis assez d'accord. Enfin, en fait, en réalité, toutes les questions se coupent là. En réalité, puisque moi, j'ai écrit que des livres justement sur le bonapartisme où je pense que c'est une grave erreur de penser qu'il y a quoi que ce soit de Napoléon Ier dans le bonapartisme tel qu'entendu aujourd'hui. Puisque d'ailleurs, si on parle d'un point de vue purement social, Napoléon III, évidemment, est une invention complète de ce qu'on appelait le comité de la rue de Poitiers, qui était en fait l'élite de la monarchie de Juillet, quoi, de Louis-Philippe. Ils ont sorti un Bonaparte qui est très populaire, pour en fait que tout change pour que rien ne change, quoi. Donc en fait on a maintenu une haute bourgeoisie très financière au pouvoir à ce moment-là. Le brassage social de l'équipe de Napoléon Ier n'avait absolument rien à voir. Napoléon était entouré de personnes qui avaient, pour la grande majorité d'entre elles, conquis leur poste dans l'armée, dans l'administration. Il parlait à un peuple beaucoup plus complexe socialement, qui était beaucoup moins défini qu'à l'époque de Napoléon III, puisque s'il était assez évident qu'il y avait des riches et des pauvres, il était beaucoup moins évident de savoir comment protéger les uns et comment amenuire le pouvoir des autres, en fin de compte, puisque qui était puissant, les aristocrates, les bourgeois. Enfin, on parle de situations sociales qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, et je pense que l'idée qu'on se fait du bonapartisme, à savoir en gros un mec de droite autoritaire qui joue sur l'armée et sur la bourgeoisie pour régner, je crois que ça correspond absolument pas au règne de Napoléon Ier, pour la bonne et simple raison que l'armée française était certainement pas de droite à l'époque, et que la bourgeoisie en tant que telle, oui elle existait, il y avait des banquiers qui avaient profité de la Révolution, mais enfin la bourgeoisie elle-même était assez divisée. Le culte bonapartiste tout au long du 19e siècle, c'est-à-dire la popularité de la figure de Napoléon, on la trouve pas chez les hauts bourgeois, on la trouve dans les provinces, c'est d'ailleurs toujours les mêmes, on la trouve au nord-est de la France, on la trouve au sud-est de la France et au sud-ouest de la France, exactement les mêmes régions qui sont les plus jacobines au moment de la Révolution française. Donc en fait la popularité de Napoléon, elle est dans les classes les plus populaires au 19e, donc en gros on leur doit le fait que ça ait perduré, et dans le même temps c'est une figure effectivement qu'aujourd'hui c'est elle qui achète les livres sur lui, qui est effectivement dans la grande bourgeoisie française, quoi. Effectivement, des grands bourgeois dans leur salon lisaient des livres sur Napoléon en disant Napoléon c'est vachement bien, ça c'était l'ordre de la discipline. Effectivement c'était l'ordre de la discipline, mais ça a été aussi une idole populaire parce que il y avait une nostalgie guerrière, une nostalgie de triomphe, et en fait aussi que Napoléon a eu un génie politique de cultiver une image de lui-même qui était très, on va dire, très simple, quoi. Toujours habillé de la même façon, pas de manière, pas de chichi, non c'est bon, je mange des petits pois, non mais c'est des trucs sur lesquels il a communiqué, quoi, et c'était un populiste de génie aussi à sa façon. Donc il y a une contradiction entre le rayonnement aujourd'hui de ce qu'on appelle le bonapartisme et qui s'en fait les dépositaires, quoi. Est-ce que c'est vraiment à l'origine et qui en est, si ce n'est le créateur, du moins le modèle, à savoir évidemment Napoléon Ier, car pas Napoléon III sans Napoléon Ier. Donc moi je pense que le bonapartisme c'est une idée qui renvoie injustement à Napoléon III, d'accord, et qui mérite qu'on revienne d'une part à l'aventure de Napoléon Ier et deuxièmement à une grande aventure culturelle et populaire en France, qui est celle de la propagation d'un mythe de Napoléon. Voilà. Alors, moi, je peux que rebondir sur ce qu'a dit le lycéen. En tant que professeur, on est frustré aussi de l'évolution des programmes. Il y a 5 ans, lors du renouvellement des programmes, Napoléon est entré dans le chapitre sur la Révolution française. Alors oui, ça fait sens, on l'a dit en termes de date, mais ça veut dire qu'on perd encore du temps pour aborder la Révolution française, puisque sur ce chapitre-là, il faut intégrer l'étude et les apports napoléoniens. Alors pour peut-être vous réconcilier, si vous me le permettez, Arthur, je voudrais citer des phrases que j'ai trouvées en réponse à une interview de la fondation napoléon.org qui vous interrogeait sur le bicentenaire. Et alors, en vous lisant, j'ai pris espoir. Napoléon est un modèle de liberté. Son destin est une démonstration magistrale en faveur de la désobéissance, de la témérité et de la créativité. Napoléon est le cheval fou de l'idéal républicain.
de cette prétention célèbre et bien française où la démesure le dispute à l'insolence. Alors, est-ce que Napoléon serait le premier des insoumis? Je vous laisse répondre pour conclure. Attention, je suis dans la carafe là. Merci. J'ai rien écrit. Non, mais j'ai tout dit là dans cette. C'est moi, ok. Et franchement, je suis rarement aussi d'accord avec moi-même que là, vraiment. Non, parce que Napoléon n'aimait pas la liberté pour les autres. On est tous d'accord. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et personne n'a autant aimé la liberté pour lui-même. Enfin, je veux dire, Napoléon est un type qui a dit non à tout le monde, qui a désobéi en permanence, qui a envoyé chier tout le monde, qui n'a respecté aucune règle. Et si on voit pas qu'il y a quand même un truc qui fonctionne, alors évidemment, là, on parle pas d'élection, de suffrage, mais un truc quoi qui passe entre une génération Révolution française et un mec comme ça, c'est qu'on comprend pas. Après, qu'on parle d'un Napoléon en 1808 qui commence à rétablir les lettres de cachet, une police politique, mais c'est documenté tout ça, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est de l'histoire, c'est dans les livres. Moi, je supprime pas les chapitres là-dessus. Mais on peut pas dire que ce mec qui prend le pouvoir, il est soi-disant l'outil de mecs comme Fouché, Talleyrand, Seyès, que des types qui ont le pouvoir depuis 5 ans, qui ont le pouvoir, l'argent, le contrôle, enfin, tous les pouvoirs, ils les ont. Lui n'a pas grand-chose, quoi. Il a 2 régiments qu'il a traînés avec lui d'Italie, qui ne participent même pas au coup d'État. Et tout le monde pense qu'ils vont le manipuler. Sauf qu'en fait, il les manipule, lui, complètement. Il les sort de la Constitution, il les marginalise, il accepte de créer des assemblées qui fait taire. Alors bien sûr, d'un point de vue républicain et vertueux, c'est inadmissible. Mais en termes de réussite politique, vous avouerez que mieux que Napoléon Bonaparte, moi, j'ai Jésus-Christ et Alexandre le Grand, quoi, vous voyez, mais j'ai pas beaucoup mieux. Donc effectivement, il y a un côté quand même quelqu'un qui a déjoué le destin, et on peut pas dire que ce soit pas un défi quotidien pour chaque individu de se réaliser, vous voyez ce que je veux dire. Donc de ce point de vue, je pense qu'effectivement, il renvoie une idée quand même où un individu, c'est fait pour se réaliser, et pas fait pour obéir, c'est pas fait pour entrer dans les carcans. Et Napoléon, son aventure, c'est aussi celle-là, qu'on le veuille ou non, et c'est parfois contradictoire avec le reste. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi de ça. Bon, on conclut peut-être les choses, mais moi, à la fois, je trouve que le verbe d'Arthur est touchant, mais bon, moi je suis en désaccord, on l'aura compris, je répète pas. Ce que ça nous enseigne justement, c'est que même les Seyès qui sont évoqués par Arthur, l'abbé Seyès, personnage tout à fait important, les Talleyrand, les Fouché, c'est que quand vous fabriquez un personnage avec une propagande auréolée des victoires d'Égypte, auréolée de tout ce qui a été décrit précédemment, que vous lui confiez le pouvoir, vous ne le manipulez pas ensuite, c'est lui qui vous manipule. Et que quand on confie le pouvoir à un sabre, il en est fini de toute expérience ou de toute démocratie. Bon, donc je le dis dans un moment où, non pas ici, ou même de la part d'Arthur, la tentation autoritaire, elle est forte dans le pays aujourd'hui. Quand 70% des gens vont plus voter, c'est qu'on sait qu'aussi il monte dans le pays l'idée que ça ne sert plus à rien d'aller voter et qu'il est temps de confier le pouvoir à quelqu'un à poigne qui va remettre de l'ordre. Et ça, c'est aussi des choses dans la campagne qui commence, de discussions à avoir avec beaucoup de nos concitoyens, qui pensent que ça ferait pas de mal peut-être que pendant quelques années, il y ait quelqu'un à poigne qui remette un peu l'ordre. Sauf que les gens à poigne, quand ils arrivent au pouvoir, souvent les conditions dans lesquelles ils arrivent au pouvoir, ils viennent pas toujours pour quelques années. Ils le rendent pas. Bon. Autre chose, un peu pour conclure et remercier vous tous, avec les difficultés du débat, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'était parfois un peu complexe d'avoir ce grand vent. Remercier Arthur, tant mieux si vous ne l'avez pas ressenti. Souligner le fait qu'on est à Valence ici et que malgré tout, vous l'aurez compris, le désaccord avec l'empereur fait que j'ai quand même un regard, pas attendri, mais avec ce jeune Napoléon Bonaparte, jeune officier, puis par la suite même ami d'Augustin Robespierre, adhérent du club des Jacobins, passionné de ce qui se passe durant la Révolution française, mais il s'avère, pour l'anecdote, je le dis, je fais mon prof d'histoire, qu'il va passer un moment à Valence. Et si vous allez visiter le cœur de Valence, il y a encore dans le centre-ville la maison de Napoléon Bonaparte, qui est là où il était jeune officier. Et ce Napoléon, il a prêté serment à Valence, ça va être ma manière de conclure un peu, comme quoi c'était quand même un sacré politicien, il avait prêté le serment de Valence, qui disait en 1791 « Je jure d'employer les armes remises en mes mains à la défense de la patrie, de maintenir contre tous les ennemis la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale. »
de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du territoire et de n'obéir qu'aux ordres qui seront donnés en conséquence des décrets de l'Assemblée nationale. Voilà le serment qu'il avait fait à Valence. L'histoire a montré qu'il ne l'a pas totalement respecté, mais quand on lit dans le détail cette déclaration, je suis sûr qu'au fond de lui, Arthur Chevalier pense qu'il a été fidèle à cette déclaration. Voilà, on s'en sortira jamais avec ce sacré Napoléon Bonaparte. Moi, ce que j'aime malgré tout dans ce qu'on a fait aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes, c'est que quand on est insoumis, il faut aimer l'histoire, de France. Et il faut, quand on aime l'histoire, aussi créer des cadres dans lesquels on peut discuter, se confronter des idées, pas seulement débattre entre nous. Et même sans répéter encore à nouveau, l'invitation d'Arthur Chevalier aujourd'hui, elle était le symbole de ça. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir, c'était pas simple pour toi. Allez voir l'exposition si vous pouvez. Et partout où c'est possible, même dans des villes de province, je ne connais pas l'agenda d'Arthur Chevalier, mais il y a d'autres personnages. Et pourquoi pas ici organiser des débats, des confrontations d'idées. C'est fertile tout ça, c'est utile. C'est grand d'ailleurs de le faire. Et ça nous montrera qu'au-delà de combats politiques qu'on mène, c'est aussi ce combat culturel que je disais la dernière fois, qui commence par le fait que nous sommes et nous voulons restituer la grandeur de l'histoire de France. Et qu'un des reproches que nous faisons à l'histoire un peu officielle qui nous est souvent racontée, c'est qu'elle oublie l'histoire des luttes, l'histoire des humbles. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est les puissants qui écrivent l'histoire. Et nous, à notre façon, on doit permettre que l'histoire des oubliés, on en parle à nouveau. Voilà. Bon après-midi les amis, merci encore. Et ça continue. Et je vous embrasse tous et je vous remercie. Il y a des débats après. Ciao. Et il y a une dédicace possible pour ceux qui veulent. Peut-être pour quelques bouquins avec Arthur si tu le souhaites. Allez, bon courage. Et la route Napoléon qui doit être bien encombrée aujourd'hui en raison des embouteillages. Voilà.